Thibaut Garcia nous parle de sa nouvelle vie, le fameux dossier du kidnapping du chien de Cyril Schreiner, Mila Jasmine nous montre son enfant, bref, énormément de choses à se dire aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur toutes les actus télé, people, influence tous les jours sur ma chaîne YouTube et le dimanche à 10h30 pour une grande émission d'1h30 à 2h. Nous allons démarrer l'émission comme à chaque fois avec une mise au point, je vais un petit peu discuter avec vous, on passera au sommaire et finalement aux actus de la semaine. Pour la mise au point cette semaine, eh bien écoutez, j'ai des petites choses à vous dire. La première des petites choses est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la semaine dernière, le before, donc la vidéo qui sort le samedi, elle a sauté. Je l'ai supprimée, je l'ai vraiment supprimée, hein. Je ne l'ai pas mise en privé, je l'ai juste supprimée de YouTube parce qu'à l'intérieur, il y avait deux actus qui posaient problème. Elles me dérangeaient déjà un peu au tournage, mais elles m'ont dérangé à la sortie de la vidéo quand j'ai vu en fait tout ce qui se passait autour. Je vous parle d'une actu qui concerne Awabel et d'une actu qui concerne une candidate de télé. En gros, pour Awabel, il y avait des rumeurs qui du coup étaient fausses et je n'aime pas laisser des choses fausses sur les réseaux sociaux. Donc à la limite, j'aurais mis un commentaire épinglé, j'en aurais parlé le lendemain dans une voix off ou peu importe, mais c'était aussi couplé à une autre actu dans laquelle la personne concernée a fait des stories en disant qu'elle n'était pas bien depuis quelques jours, certainement par rapport à ce que je vous ai raconté, et ça par contre c'est pas possible, du coup j'ai enlevé ma vidéo. Je dis pas que c'est ma vidéo qui l'a impacté, parce que je crois que ces stories ont été faites genre le jour même de ma sortie de vidéo, mais avant, mais moi c'est hors de question que je laisse ce genre de contenu sur ma chaîne si jamais ça peut blesser des gens. Ça fait vraiment partie de ma ligne édito depuis des années. Et là encore, du coup, je suis désolé, mais c'est le cas. Genre, tu peux pas être blessé et avoir une vidéo qui traite de ce sujet sur YouTube. J'ai donc pris la décision de supprimer le before de la semaine dernière, malgré le fait qu'il performait plutôt pas mal, qu'il était en train de monter assez bien. Donc voilà, je ne toucherai pas d'argent dessus, je ne toucherai rien dessus et il a été enlevé. Mais évidemment, vous aurez un before, enfin vous avez eu du coup un before hier à 18h. Deuxième petit point de la mise au point, l'île de la Tentación. Alors, je vous ai écouté et en effet, on va faire un débrief chaque semaine dans MTT sur l'île de la Tentation. Ça sera du coup dans mon avis sur, donc au milieu de l'émission, je vous dirai un petit peu mon avis sur l'île de la Tentation, les épisodes en cours, ce qui se dit en dehors des réseaux, etc., etc. On en parlera du coup évidemment dans mon avis sur. J'ai cependant encore une fois une question pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on parle des épisodes qui sont sortis la semaine de l'émission, ou est-ce que vous voulez que je vous parle aussi des épisodes qui sortent du coup en avance si jamais vous pouvez ou ne pouvez pas les voir, parce que j'ai pas envie de tout spoiler. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire d'ores et déjà. Parce que j'ai pas envie vraiment d'avoir une mise au point qui est skippée parce qu'il y a du spoil, ou alors qui énerve des gens parce qu'il y a du spoil, ou peu importe. Donc c'est pour ça, je préfère que vous me dites. Je préfère que vous me dites, c'est français. Dernier point de la mise au point, les amis, j'ai besoin de vous. Et non, je vais pas faire mon appel au like maintenant, mais j'ai vraiment besoin de vous. Ça fait 2 semaines que je n'arrive pas à dormir. En fait, le soir, je vais dans ma chambre et voilà, je monte dans ma chambre et en fait, je commence à prendre mon téléphone et à scroller. Je n'ai jamais fait ça avant et je suis tombé dans ce cercle infernal du scrollage sur les réseaux sociaux. Je vous en supplie, aidez-moi. Donnez-moi des tips, donnez-moi des astuces, des apps, j'en sais rien, mais donnez-moi des trucs pour plus que je dorme à 3h du matin alors que je monte littéralement me coucher à minuit. C'est infernal. Bon, après, je vous avoue que ça donne du coup des full face de ce type parce que je dois cacher la fatigue, mais c'est réellement infernal et j'ai vraiment besoin d'aide par rapport à ça. Je me suis dit, j'ai une commu, je leur demande, peut-être qu'ils auront une solution à mon problème. Donc vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez une petite solution pour moi. Je suis 100% preneur. Et évidemment, comme chaque semaine, si vous souhaitez soutenir la chaîne, soutenir l'émission, d'ailleurs, vous la likez de plus en plus, donc je vous en remercie. Continuez de le faire. En fait, l'algorithme YouTube, il a changé et plus vous interagissez avec une vidéo, plus elle est proposée et plus vous recevrez des notifications aussi parce qu'ils sont un petit peu en train de nous enlever les notifs. Ça, je trouve pas ça cool. Donc, n'hésitez pas à liker, ça aide grandement, surtout pour les petits créateurs, à commenter et à vous abonner si jamais vous voulez nous aider avec l'objectif 70 000 abonnés. Je crois qu'il nous reste à peu près 5 000 abonnés, 4 000. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et quand je dis nous, c'est genre juste moi parce que je rappelle que je suis tout seul, mais ça fait plaisir et ça aide
aide beaucoup. On va passer rapidement au sommaire de cette émission. J'espère que vous êtes prêtes et prêts parce que croyez-moi, elle est chargée. Dans un instant, nous parlerons effectivement de Thibaut Garcia qui nous présente sa nouvelle vie et qui se fait tacler par la même occasion. On reviendra également sur le fameux gros dossier de Cyril Schreiner. Que se passe-t-il réellement? J'ai enquêté, on fait le point. On ira plus loin avec Giuseppa qui clash Paga, et Laurent qui est choquant, Aquababe qui s'en prend plein la tronche sur tout beau tout neuf, Kevin Gage dit toute la vérité, Nicolo dans un état second. On voit tout ça parmi d'autres choses cette semaine. Mix the Tea commence tout de suite, notamment avec les stories de la semaine. C'est parti, installez-vous confortablement and let's get into the tea. Je commence du coup l'émission et les stories de la semaine avec Paga. J'ai voulu commencer par ça parce que je me suis dit que si jamais genre l'émission elle a un certain mood, j'ai pas envie de revenir sur quelque chose qui peut être un peu compliqué, que ce soit du coup pour Paga ou pour toute personne qui peut-être traverse une situation similaire. On est sur une actu qui est assez silencieuse finalement, beaucoup plus que drama, etc. On n'est pas sur une polémique, on n'est pas sur une punchline ou un clash, juste une annonce. Une annonce qui est simple, qui a été posée de manière assez pudique. Début février, donc il y a quelques jours, Paga prend la parole sur Insta pour dire qu'il vient de perdre son grand-père. Et dit comme ça peut paraître banal, presque finalement attendu dans la vie de quelqu'un, parce que c'est le cycle de la vie. Sauf que le timing, le contexte et la manière dont il donne les détails, eh bien ça a fait beaucoup réagir. Et évidemment, je voulais envoyer un petit peu d'amour et de soutien. On le sait, ces derniers mois, Paga n'a pas été épargné. On parle d'une séparation très médiatisée avec Ju. Et d'ailleurs, ça, on y revient dans un instant. On a eu aussi des accusations lourdes, une infidélité révélée, un divorce et tout ce que ça implique, notamment quand on est une personnalité publique. Et en plus de ça, il y a 2 enfants au milieu. Il l'avait dit lui-même, 2025 l'avait secoué. Donc quand dans tout ça qui est déjà fragile, il y a un deuil qui arrive, forcément ça tombe pas au bon moment, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a jamais de moment pour un deuil. Mardi, Paga postait une story. C'était pas un long texte réfléchi pendant des heures, pas une mise en scène, juste une photo de famille et quelques mots. Son grand-père avait 95 ans, il lui a dit « Tu as bien vécu ». Il parle de fierté, il parle de paix, il parle de Dieu et aussi il raconte un détail qui lui serre un peu la gorge. Il dit que jusqu'à son dernier souffle, son grand-père lui aurait fait un clin d'œil en lui disant que c'était un homme divin. Donc il a dit ça à Paga. C'est très intime, c'est très personnel et je trouve ça assez touchant qu'il le partage avec sa communauté. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est pas juste genre un décès, c'est qu'il y a quelque chose avec un aspect spirituel derrière. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis beaucoup dans la spiritualité. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je voulais pas en parler avant, je voulais vraiment attendre MTT pour en parler. Ça raconte aussi autre chose par rapport à Paga. On l'a toujours vu très festif, on l'a toujours vu très léger, on l'a toujours vu très télé finalement. Et depuis qu'il a eu Ju, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus famille, on le voit beaucoup plus partager, des choses par rapport à ses proches et tout ça. Et je trouve que du coup, on rejoint cette dimension de intimité qu'il souhaite partager sur les réseaux sociaux. Et voilà, je pense pas qu'il cherche vraiment à faire du bruit, à faire réagir ou peu importe. Je pense qu'il a juste voulu partager ça, peut-être aussi avec des gens qu'il connaît et qu'il suit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, moi, je vais pas vous mentir, ça m'a beaucoup touché. Évidemment, autour de ça, il y a aussi le bruit habituel. Les internautes qui analysent, qui projettent, qui se demandent si Giuseppa va être là pour lui, s'ils sont vraiment séparés, s'il y aura un tour de flamme, si du coup elle va lui rendre visite, etc., etc. En fait, même dans le deuil, il faut toujours tout ramener à la rupture, à Giuseppa et tout. Je trouve que c'est un peu lourd. Après, Giuseppa, elle a dit quelque chose, vous verrez tout à l'heure, mais voilà. Mais si on prend une lecture avec un peu plus de recul par rapport à ça, je vous le dis quand même, médiatiquement, un deuil, quand il est partagé sur Instagram, ça devient un espace collectif. Donc il y a des messages de soutien, il y a des commentaires, il y a la communauté qui envoie de la force. Mais je trouve aussi que ça montre que la frontière entre l'intime et le public est une nouvelle fois franchie. Après, si moi je suis honnête avec vous, je me dis qu'un influenceur ou un créateur de contenu, ce que vous voulez, qui partage un deuil de ce type ou juste qui partage un moment comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui cherche aussi un petit peu de soutien en fait envers les autres. C'est peut-être quelqu'un qui cherche un petit peu d'amour envers sa communauté, tu vois, juste recevoir un message ou je sais pas, du soutien. J'ai pas envie d'essayer de voir ça de manière négative. Moi, je suis pas là pour genre juger, prendre parti,
Dire: «Ah, il aurait pas dû en parler» ou dire: «Ah, il aurait dû plus nous expliquer». Je pense juste que c'est quelqu'un qui vit un deuil et qui a peut-être envie d'avoir un peu de soutien. Et c'est donc ce que je fais ici. J'envoie tout mon soutien à Paga, à sa famille et à toutes les personnes qui peut-être traversent un deuil actuellement, peu importe le type de deuil, hein, il y en a beaucoup. Donc voilà, je vous envoie du soutien, je vous envoie de l'amour et encore une fois, mes commentaires sont ouverts si jamais vous souhaitez parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, parfois racontent ce qu'ils vivent, dans les commentaires. Je vois aussi les personnes qui les soutiennent et tout ça. Donc merci beaucoup, de prendre le temps en fait de partager aussi ces aspects-là de votre vie chez moi. Ça montre que vous me faites confiance et que vous vous sentez à l'aise en fait dans mon espace commentaire. D'ailleurs, espace commentaire auquel je réponds maintenant le dimanche, mais surtout le lundi. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je pars en direction de l'enterrement de mon grand-père. Et puis, c'est une journée particulière. J'enterre mon grand-père cet après-midi. Ce soir, je mixe. Je vais le rendre hommage derrière les platines. Il va m'entendre d'en haut, il va m'entendre. Je vais envoyer la bonne musique. Et puis, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut aller au combat. Là. Voilà la Fafa. Une journée particulière pour moi. Et puis, le plus important, c'est qu'ils partent en paix. Voilà. Voilà la Fafa. Moi, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à plus tard. Bisous les frères et les sœurs. Oh mon Dieu, cette deuxième actu, elle a fait beaucoup de bruit. Attendez, je bois un peu d'eau. D'ailleurs, c'était votre appel pour boire de l'eau également. Nous parlons ici de mon ex-mari, Niccolò Federico Ferrari di Milano. On est sur quelque chose qui personnellement m'a mis un peu mal à l'aise, mais on va y revenir. Ça arrive aussi à un moment assez précis et ça montre quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Je vais vous expliquer, mais peut-être que vous avez déjà suivi. On a eu des images de Niccolò Federico Ferrari di Milano qui ont circulé. Des images qui ont été prises en pleine nuit à Miami, apparemment après le tournage des Anges, donc après une journée de tournage. Et ce qu'on y voit, c'est pas le Niccolò prince charmant, lissé, posé, charmeur qu'on a l'habitude de voir. On le voit tituber, s'asseoir par terre, ailleurs, comme déconnecté, dans un état second, très clairement. Avant d'aller plus loin, prévention. L'alcool est à consommer avec modération, ça peut être dangereux pour la santé. Également, disclaimer, je ne suis absolument pas là pour juger Niccolò qui veut faire la fête ou s'amuser en buvant. Alors, je le sais et je le dis très clairement, on peut s'amuser sans boire et sans prendre des trucs, etc. Mais si lui, il a décidé que c'était sa manière de s'amuser, bah, c'est un grand garçon qui a plus de 30 ans et qui fait quand même un peu ce qu'il veut. Le côté ça a été filmé et ça a été montré et ça a été partagé en mode c'est une bête de foire, j'avoue que c'est un peu ça qui me dérange, mais bon soit. Les images n'ont pas été publiées par hasard, elles ont été relayées par Aquababe, comme souvent d'ailleurs dans ce genre de situation, et selon les infos partagées, Niccolò aurait été exclu de plusieurs établissements dans la même soirée parce que son comportement aurait dépassé les limites. Attention, c'est des rumeurs, mais ça pourrait expliquer pourquoi il est tout seul dans cette fameuse vidéo. Il aurait été accompagné d'autres candidats et la soirée aurait dégénéré et la vidéo qui a été envoyée anonymement est devenue virale en quelques heures et évidemment les réseaux sociaux s'en sont mêlés. D'ailleurs, je précise quand même quelque chose, apparemment la personne qui aurait filmé aurait été un touriste, mais un touriste français vu qu'on entend une voix française. On peut essayer d'analyser cette séquence. J'ai pas forcément envie de lier ça à ça, mais si on regarde ce qui se passe depuis quelque temps, bah Niccolò il traverse quand même une période compliquée. On a eu sa rupture avec Adixia, qui n'avait rien d'une séparation légère. Je vous rappelle qu'il parlait de mariage, de famille, de projet de vie. Et récemment, dans une interview dont je vous ai parlé la semaine dernière, il a dit que lui, il n'a pas encore tourné la page, que même s'il a coupé les ponts, eh bien, il n'est pas en colère. En fait, c'était vraiment pour se protéger parce que, bah, tout simplement, il pense encore
encore à elle et il l'aime encore. Et quand tu mets ça en perspective, bah, les images, elles prennent une autre couleur et une autre tournure. Est-ce qu'on est simplement face à une soirée trop arrosée, comme ça arrive à des milliers de personnes, surtout dans un contexte de tournage à l'étranger, etc., des nuits qui s'enchaînent et tout, ou alors est-ce qu'on assiste à quelque chose de plus profond, un moment de craquage, un trop-plein d'émotions? Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et ce qui frappe surtout, c'est la vitesse à laquelle ça s'est construit. Parce que très vite, il y a des gens qui ont comparé, qui ont ironisé. Il y en a qui ont dit que ça faisait aussi référence à d'autres candidats et candidates, notamment dans Les Anges, que justement, ça nous montre que bah, Les Anges, cette année, ça va finalement peut-être être la même chose. On voit un candidat qui dérape, il y en a qui disent « Oh là là, le tournage commence mal ». Et en fait, du coup, on a vraiment cette actu qui s'écrit toute seule. On a les gens qui réagissent tout seuls à ça et qui se disent « Bon, bah, si le tournage des Anges, c'est ça, est-ce que vraiment ça a changé ?» Je vous rappelle qu'un tournage comme celui des Anges, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui est ultra exposé. Il y a des caméras, il y a des attentes narratives aussi de la prod. Il y a une pression constante pour donner quelque chose à l'écran. Et en fait, quand tu arrives là-dedans avec une peine de cœur qui est encore vive, comme Nicolo, avec une rupture que tu n'as pas digérée, bah, tout est plus fragile en fait. Les émotions, elles sont moins bien contenues, elles sont déjà décuplées. Les soirées deviennent peut-être des échappatoires. C'est pas forcément intelligent ni sain, mais ça peut l'être pour lui. Et à ça, vous rajoutez du coup des gens qui filment et qui envoient tout au blogueur Aquababe. Donc moi, j'ai envie de prendre un peu de distance et de pas me dire que la question, c'est de savoir s'il a trop bu ce soir-là ou non, mais plutôt pourquoi est-ce que ça a fait tout ce buzz? Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par des moments de chute? Pourquoi est-ce qu'une vidéo de quelqu'un en difficulté fait autant réagir et peut aussi apporter autant de haine? Peut-être que c'est pour se rassurer en disant que, entre guillemets, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nicolo n'a pas pris la parole par rapport aux images. Je ne pense pas qu'il le fasse, ou peut-être qu'il le fera dans quelques jours sur TikTok. Et peut-être que c'est mieux comme ça, parce que bah, tout ne mérite pas forcément une justification publique. Mais cette séquence rappelle quand même quelque chose que je vous dis tout le temps. Derrière les candidats, il y a des êtres humains, il y a parfois des ruptures, parfois des deuils, comme on vient de le voir aussi, et parfois des périodes compliquées. On verra comment est-ce que la prod pourra parler de ça dans Les Anges, comment est-ce que Nicolo va réagir s'il le fait. Voilà, je n'ai rien de plus à dire à part faites attention à vous. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. On va pouvoir passer au top actu. Dans le top actu cette semaine, on n'a pas 3 actus, mais il y en a une 4e qui est venue pointer le bout de son nez finalement. Donc je me suis dit, vas-y, je la mets dedans. Tant pis, ça sera pas dans le before. Je trouvais ça intéressant de l'avoir ici. Donc on va parler de 4 sujets dans un instant. On va revenir sur le retour de Secret Story, Kevin Gage qui dit toute la vérité, Mathieu Delormeau revient sur ce fameux scandale VTC et enfin une candidate emblématique serait de retour dans The Power. Je vous raconte tout ça dans un instant, c'est parti, jingle! On commence donc le top actu avec Secret Story. Il y a des émissions dont on parle comme de vieux souvenirs de famille. Pas forcément parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont marqué une époque. Évidemment, Secret Story en fait partie. On le sait, on a eu un retour, on a eu des saisons qui ont fait beaucoup parler, notamment la saison dernière avec Romy et toute la polémique qu'il y a eu autour des candidats. Et Christophe Beaugrand a fini par prendre la parole pour nous annoncer potentiellement un retour. Je ne sais pas si on peut en parler quelques instants, mais je pense que vous l'avez vu depuis quelque temps, la télé française est clairement dans une phase de nostalgie. On remet au goût du jour des formats qui étaient cultes, on relance des franchises fortes, la Star Academy, Secret Story qui a tenté un retour en 2024 et qui finalement a séduit tout le monde en 2025, ou encore Les Anges qu'on voit aussi revenir étant donné que, comme vous l'avez vu, il y a le tournage qui est actuellement en cours. La Starac, elle arrive à sa grande finale, donc beaucoup se demandent ce qu'il y aura après et Secret Story revient dans la discussion. Et ce flou, Christophe Beaugrand, il est venu l'éclairer avec sa petite lanterne sans vraiment trancher. Pour vous expliquer, il a été invité dans une émission et il a été très honnête. Il a dit pour l'instant, il n'a pas la réponse, il n'a pas de feu vert définitif et pas de non catégorique non plus. Je vous donne mon avis dans quelques instants. Il dit que TF1 en a envie, que la direction l'a déjà exprimé publiquement et que des discussions sont en cours avec Endemol, la boîte de prod. Et en clair, en gros, il y a une volonté commune, mais rien n'est encore signé. Et dans le monde de la télé, le temps que c'est pas acté, ça peut vraiment changer du jour au lendemain. Après, si vous voulez mon avis, vu le carton plein de la saison dernière, ce serait con de s'arrêter maintenant. Parce que c'est vrai que quand il y a vraiment eu l'arrêt de Secret Story, je trouve que le programme, il était essoufflé.
Là, c'est pas le cas. Genre, le programme, il renaît de ses cendres. Il est pas du tout essoufflé. Il faut pas arrêter. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont Christophe il en parle. En fait, on sent que c'est pas juste un programme, c'est plus pour lui. Il adore cette émission, il veut qu'elle revienne encore, il serait ravi de toujours être aux commandes. Et en fait, c'est un discours qu'il tient depuis des mois, même des années, hein, sur différents plateaux. On voit que Secret, pour Christophe Beaugrand, c'est vraiment son programme chouchou. Après, il y a aussi toujours cette discussion que je vois sur les réseaux sociaux en mode est-ce que Secret Story maintenant, bah, ça pourrait toujours fonctionner? Franchement, je vais pas vous mentir, je comprends pas trop la discussion étant donné qu'on l'a vu rien que l'année dernière. On le voit que c'est une émission qui fonctionne toujours, c'est un jeu qui fait toujours parler. Enfin, franchement, les gens adorent. Tu vois, moi le premier, hein, je suis retombé dedans, j'adore. J'avais l'impression de revoir mes anciens programmes. Enfin, vous voyez, j'aime beaucoup. Et en fait, je sais pas, je trouve que c'est dommage de se dire que ok, le public a changé, mais le public peut aussi aimer Secret Story, surtout que vraiment l'année dernière, c'était incroyable. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on le sait maintenant, la télé d'aujourd'hui, elle est très concurrentielle. En fait, chaque case de diffusion est stratégique, chaque programme coûte très cher. TF1 doit se rassurer, ils doivent arbitrer, ils doivent penser à tout et ils doivent être stratégiques. Donc pour le moment, la porte n'est pas fermée, mais apparemment elle n'est pas ouverte non plus. Cependant, j'ai quand même vu des gens partager le fait que le casting serait ouvert. Donc ce serait bizarre d'ouvrir un casting si le programme n'a pas lieu. Après, est-ce que c'était une info ou une intox? Je sais pas. Vous me direz si vous avez vu des trucs par rapport à ça. Et surtout, moi je vous pose la question à vous. Est-ce que vous souhaitez, oui ou non, revoir Secret Story sur vos écrans pour cette année 2026? Kevin et Carla, ou le duo qui était un couple et qui en est plus un, qui fait encore parler aujourd'hui comme si c'était le cas, j'en peux plus. Kevin et Carla, vraiment, j'en peux plus. Ils commencent à nous faire une Marois et Vincent, ces deux-là. Mais bon, on va quand même en reparler dans un instant. Et d'ailleurs, je vous donnerai mon avis qui est assez analytique justement par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a des choses à dire. Le contexte est quand même important concernant Carla et Kevin. Ça fait littéralement des semaines, voire des mois, qu'on a beaucoup de signaux assez bizarres. On a des interviews qui sont ambiguës, on a des petites phrases, des regards bienveillants, des déclarations qui laissent entendre qu'il pourrait rester quelque chose. Kevin, il ne cache pas son attachement, il parle souvent de Carla, il parle de leur fille, il dit même qu'il serait prêt à la suivre n'importe où dans le monde, donc forcément, bah, ça fait réagir. Après, je vous rappelle que la suivre n'importe où dans le monde, c'était principalement par rapport à Ruby, pas par rapport à Carla. Et lors d'une session questions-réponses sur Instagram, les internautes, ils ont arrêté de tourner autour du pot. Et ils ont posé la question, est-ce qu'il envisage de se remettre avec Carla? La réponse à première vue est très claire, il a dit non, c'est pas au goût du jour, il a dit que leurs vies sont très bien comme elles sont, et dit comme ça, on pourrait penser que le chapitre est clos. Sauf que Kevin, comme toujours, il nuance, et c'est là que tout se joue. Il reconnaît qu'il y a pensé. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pas par nostalgie amoureuse, pas par envie de revivre leur histoire, mais à cause de leur fille. En fait, il dit que quand il pense à Ruby, forcément, l'idée lui traverse l'esprit. Mais il insiste sur un point. Cette pensée, elle dure que quelques secondes. Il a beaucoup de respect pour Carla, mais il affirme qu'il n'y a plus d'amour. Enfin, pas au sens amoureux du terme. Genre, il l'aime comme la mère de sa fille. Il l'aime pas comme une future femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Il y a une différence entre les deux. Ce discours, il est assez intéressant parce qu'il est à la fois très posé et très frustrant pour ceux qui espèrent un comeback. Après, soyez honnête, est-ce que vous espérez un comeback de Carla et Kevin? Kevin, il ferme pas la porte de manière brutale, il l'ouvre pas non plus, un petit peu comme dans Secret, hein. Il explique surtout qu'aujourd'hui, leur lien, c'est le rôle de parents, rien de plus, rien de moins. Et en fait, on voit qu'il y a souvent des séparations explosives dans le milieu, conflictuelles, et cette posture, du coup, elle étonne un peu parce qu'elle est différente. Après, je vous rappelle qu'au début, c'était quand même la guerre, hein. Là, ça fait quelques temps que les deux ne sont plus en guerre. Après, il y a une question que je trouve assez intéressante. Pourquoi est-ce qu'il parle autant de Carla en ce moment s'il n'y a plus rien? Et là encore, il répond. Il dit que c'est en réaction à l'interview de Carla. Bon, après, c'est bon, l'interview, elle date, tu vois, t'es pas obligé d'en parler tous les 4 matins. Dans laquelle elle laissait sous-entendre qu'il voulait se remettre avec elle. Lui, ça l'a fait rire. Il dit qu'il est peut-être plus gentil que d'habitude, plus attentionné, mais que ça n'a rien de romantique, que c'est juste une volonté de bien s'entendre parce qu'ils ont un enfant ensemble. Et selon lui, ça devrait être la base. Après, si vous voulez mon avis,
Moi, je pense, et on me l'a dit d'ailleurs sur Twitch, que Kevin, il en parle aussi beaucoup parce que du coup, ça permet de parler de lui. Je vous rappelle qu'il est en diffusion actuellement et quand un candidat est en diffusion, généralement, il fait parler de lui. Pourquoi? Parce que les gens vont regarder son profil, donc ça fait augmenter les stats, donc ça fait augmenter les possibilités de partenariat et aussi les budgets de partenariat. Donc finalement, en faisant que de parler d'un sujet qui fait parler, les gens parlent de lui. La preuve, retrouvez les MTT avant cette histoire avec Carla où je vous parlais de Kevin, il y en a littéralement pas. Littéralement, il n'y en a pas. Mais bon, le débat il est quand même assez intéressant parce que au-delà du couple en lui-même, Kevin il décrit une forme de coparentalité apaisée. Il dit que passer du temps à trois, être présent, montrer une bonne entente, c'est aussi très bien. Pour certains, c'est un signe que l'amour n'est jamais parti. Pour d'autres, c'est simplement une maturité émotionnelle qu'on voit pas souvent dans le milieu. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. Sauf que dans le milieu télé et plus largement dans l'espace médiatique, les gens ont du mal à accepter cette zone, la zone grise. J'en ai pas parlé la semaine dernière. C'est vrai que d'habitude, soit les gens se déchirent, soit les gens se remettent ensemble, mais rester proche sans être en couple, ça fait poser des questions. Et je vais pas vous mentir, je le vois moi-même dans mes vlogs, donc c'est pour dire. Kevin, il veut tracer une ligne claire. Sa priorité, c'est sa fille. Il le répète, il le dit tout le temps, et il ne dévie jamais de ce point-là. Tout le reste, ça passe après, et c'est peut-être ça qui perturbe autant les internautes et les fans. Donc en vrai, l'histoire sur le papier, elle est classée. Mais je comprends les gens qui se posent des questions. Après, moi, je vous le dis, dans ce que je vois, et c'est pour ça que je suis content qu'on m'ait soufflé ça dans un live Twitch, dans ce que je vois, je me dis surtout que peut-être son but, c'est de faire parler parce qu'il est en diffusion et parce que ça lui sert beaucoup. Et franchement, ce serait totalement pas bête de faire ça et de se faire entendre comme ça parce que effectivement, en étant en diffusion, les gens, ils veulent voir un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux et tout ça. Et du coup, il peut littéralement augmenter son PEL, c'est ça qu'on dit. Bref, il peut augmenter ses stats et du coup augmenter ses demandes de partenariat. Et d'à côté, c'est très malin. Après, moi, je vous le demande à vous, franchement, j'aimerais bien avoir une réponse sincère dans les commentaires. Est-ce que un retour Kevin Carla, ça vous brancherait? Parce que franchement, je vois des gens qui sont vraiment en mode oui, why not? Et moi, je suis là en mode mais pourquoi faire? Genre, je vois pas l'intérêt en fait. Pourquoi faire? Avant-dernière actu du Top Actu, Mathieu Delormeau. Alors, Mathieu Delormeau, je vous en ai parlé, hein. Il me semble que j'en ai parlé dans MTT. Si c'était pas dans MTT, c'était dans une autre vidéo. Mais je vous en ai parlé de ce qui s'est passé avec Mathieu Delormeau. Pour un petit peu de contexte, tout a commencé après une émission de Tout Beau Tout Neuf. Mathieu Delormeau, il est monté dans un VTC, il était pressé visiblement, et selon la version communiquée par la compagnie de voiture, il aurait demandé au chauffeur de rouler plus vite. Le conducteur aurait refusé, il a dit qu'il voulait respecter les limitations, et jusque-là, on est sur une scène qui peut arriver. Moi, je trouve pas que c'est respectueux pour le taxi, mais ça peut arriver, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà vécu. Sauf que la tension, elle monte. On a une histoire de fenêtre ouverte, de froid, de remarques qui s'enchaînent, et le ton change et ça déborde. Je vous rappelle que toujours selon cette version, le chauffeur aurait fini par demander à Mathieu de descendre du véhicule, et une fois à l'extérieur, les échanges auraient continué. Il y aurait eu des menaces d'appeler la police, des gestes de colère, et toujours selon la compagnie, je précise, il y aurait eu un coup porté dans la voiture qui aurait endommagé un radar de recul. Donc, on aurait eu une plainte déposée et Mathieu au commissariat. Voilà, donc on n'est plus du tout sur une simple dispute verbale. Et évidemment, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas qu'une version, il y en a plusieurs. On a eu la version de Cyril Hanouna qui a dit qu'il aurait reçu un appel de Mathieu paniqué, un appel dans lequel Mathieu aurait parlé d'agression, de propos homophobes, d'un refus de prise en charge en raison de son orientation, avec des mots assez violents. Donc, selon cette version, le curseur il change totalement. On n'est plus du tout sur quelqu'un qui veut juste aller vite. Et c'est là que l'affaire elle devient sensible, parce qu'on se retrouve avec deux récits qui sont ultra opposés. D'un côté, on a un chauffeur qui parle d'un client agressif, nerveux et hors de contrôle, et de l'autre, on a un chroniqueur connu médiatiquement qui a aussi fait la une. Je vous rappelle, on en a parlé cet été ou l'été dernier, qui lui parle d'insultes homophobes, de sentiments d'insécurité, de perception finalement et de vécu. Avant de vous parler de la suite, je vous demande un petit peu de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que la version pourrait être? Est-ce que la version du chauffeur peut être plus plausible? Est-ce que la version de Mathieu peut être plus plausible? J'ai hâte d'avoir votre avis. Moi, j'ai la mienne et je vous donne mon avis à la fin. On a quand même eu une petite surprise parce que Mathieu Delormeau, il est de retour dans l'émission Tout Beau Tout Neuf et il n'en a pas parlé.
pas un message, pas un mot. Il a préféré s'exprimer sur X avec un message très court et très cadré. Il a dit qu'il attend le retour de son avocat pour déposer plainte et que ce sera fait dans quelques jours et qu'en attendant, il n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. Donc le message se veut rassurant, mais il laisse surtout comprendre que l'histoire est loin d'être terminée. Ce silence, justement, il fait poser des questions. On sait que tout se commente en direct, ils auraient tellement pu en parler sur Tout Beau Tout Neuf. Chaque polémique est disséquée sur les réseaux sociaux et en fait, ne pas parler, pour certains, c'est déjà parler et c'est aussi une stratégie. Ça peut être une stratégie juridique, mais ça peut être aussi une stratégie médiatique. Chaque mot peut être utilisé, déformé, peu importe, et peut-être que Mathieu le sait et qu'il souhaite se protéger. Comme je vous l'ai dit, ce qui rend ça encore plus compliqué, c'est la posture de Mathieu Delormeau en général. Hein. Mathieu, c'est déjà une figure qui est très exposée, souvent clivante, parfois moquée, puis attaquée. L'homophobie, qu'elle soit réelle ou supposée, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, et donc accuser quelqu'un de propos homophobes, c'est pas anodin, et si c'est pas le cas, si ça ne s'est pas passé, je trouve que c'est encore plus problématique. Et c'est pour ça, ce qui se joue ici, c'est beaucoup plus qu'un cas individuel, selon moi. C'est une question de parole, de crédibilité, de rapport de force aussi. En fait, on a un client face à un chauffeur, mais on a aussi une personnalité publique face à un travailleur indépendant. Donc les réseaux sociaux, ils prennent des camps. Pour l'instant, il n'y a qu'une certitude, c'est que l'affaire n'est pas close, mais je vous donne mon avis. Moi, ce que je pense par rapport à cette histoire, c'est que je pense que Mathieu pourrait mentir. Alors attention, j'ai pas la vérité absolue et c'est vraiment juste ma pensée, mais je pense qu'il pourrait mentir. Je sais pas pourquoi, quand j'ai regardé les articles qui sont sortis en ligne et tout, quand je vous en ai parlé déjà la semaine dernière et quand là j'ai réécrit pour en parler, il y a un truc qui cloche. Je sais pas, j'arrive pas à croire Mathieu Delormeau pour le coup, je crois beaucoup plus le chauffeur de VTC. Après, ça n'engage que moi et ça ne tient qu'à moi et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir votre avis aussi dans l'espace commentaire. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas et j'ai l'impression que Mathieu essaye simplement de se dépatouiller d'une situation et je crois beaucoup plus le chauffeur VTC. The Power va être de retour et ça, j'ai vu ça passer sur Star Mag à la fin de l'écriture de mon émission. Et en fait, il y a la saison 3 qui est en préparation et W9 a donné une information stratégique. Le tout premier nom du casting et ce nom n'a pas été choisi au hasard. Je pense que vous pouvez le deviner parce qu'il y avait déjà eu des rumeurs et là, ça a été confirmé. The Power, en deux saisons, a réussi à installer une mécanique très efficace. On est sur un jeu de strat, on a de la manipulation qui est assumée et on a ce fameux rôle de power player qui concentre le pouvoir, les soupçons et la pression. La première saison avait marqué avec la victoire de Nicolas Lodzina, qui d'ailleurs n'était pas du tout passé inaperçu. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il méritait pas de gagner. Genre, pourquoi est-ce qu'il a gagné? Il n'a jamais été power player, il n'a jamais rien fait. Il s'est juste hissé comme ça vers la finale et puis il a remporté le jeu final. Donc voilà, après, c'est chacun qui pense ce qu'il veut sur ça. La deuxième saison, elle a été remportée par Manon, qui avait conquis tout le monde au programme. En fait, moi, j'ai adoré Manon à la deuxième saison. Elle était très, très, très stratégique. Il y a eu beaucoup d'audience solide d'ailleurs pour W9. Donc, une saison 3 arrive. On a eu beaucoup de rumeurs, de casting et tout. Aquabeb, il avait lâché des noms. Beaucoup de personnes avaient lâché des noms. Beaucoup de blogueurs avaient dit il y aura lui, il y aura elle, etc. Et là, W9 lâche pour de vrai les premiers noms. Alors, la chaîne a frappé fort et ils ont annoncé le retour de Néouda. T'es qui toi, Néouda? Un visage que beaucoup n'ont plus vu à la télé depuis plusieurs années. 6 ans, pour être précis. Et dans l'univers télé, 6 ans, c'est presque une autre vie. Néouda, de son vrai nom Léa Jérôme, s'est fait connaître bien avant les formats de stratégie comme The Power. On l'a vu dans The Voice, on l'a vu dans Les Anges, on l'a vu aussi avec sa relation avec Ricardo Pinto, qui a longtemps occupé toutes les polémiques et l'espace médiatique. Et en fait, Néouda, c'est intéressant parce qu'elle ne revient pas comme une ancienne candidate, elle revient avec tout ce que son nom véhicule. Une histoire personnelle lourde, des années de séances télévisuelles, une vie de mère, un passé marqué par des conflits qui sont rendus publics. Elle a elle-même évoqué à plusieurs reprises une relation difficile avec Ricardo. On en a fait des actus sur Ricardo, donc vous le savez très bien. Et elle parle aussi de ses enfants. Bref, des sujets qui sont sérieux et sensibles. Moi, si vous voulez mon avis, pas trop fan de voir Néouda en télé, mais pourquoi pas, ça pourra divertir. Son arrivée dans The Power, ça pose quand même plusieurs questions. D'abord sur le plan du jeu, Néouda a toujours été perçue comme quelqu'un d'assez stratège, instinctive et capable de lire entre les lignes. Et en fait, dans un format basé sur la manipulation, le bluff et la dissimulation, je pense qu'elle a un profil qui peut fonctionner, mais personnellement, j'ai pas forcément envie de la voir dans The Power. Dans tous les cas, W9 le sait, et s'ils ont choisi son nom pour annoncer la saison, c'est pour envoyer un message très clair.
cette année encore, le casting est là pour créer des tensions, des enjeux, des discussions. Après, au-delà du jeu, il y a une autre lecture, faire revenir une candidate 6 ans après son silence. C'est aussi jouer avec la curiosité. Qui est-elle aujourd'hui? Dans quel état d'esprit arrive-t-elle? On veut regarder pour voir un petit peu du coup ce qu'elle va nous proposer. Enfin, vous voyez, ils arrivent très bien à jouer avec nous et à jouer de ça. Et je pense que le public aussi est prêt en fait à voir ce genre de personnage. Et c'est vraiment tout le paradoxe de la télé, hein. On demande aux candidats d'être nouveaux, mais on remet quand même des anciens. En tout cas, pour W9, le pari, il est clair. Ils veulent miser sur des retours inattendus. Ça fait un petit moment maintenant que ça dure. On a aussi Anthony Alcaraz dans Les Apprentis au ski. Et moi, je pense que dès cette première annonce, ça fait beaucoup réagir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être un peu, je vais pas dire tristes, mais qui vont être là en mode, pourquoi faire? Moi, c'est un peu ce que je ressens. Quand je vois Neouda dans The Power, je me dis, pourquoi faire? Genre, franchement, il y a tellement d'autres candidats qu'on peut voir. Après, bon, c'est vrai qu'ils avaient pris Robin aussi, donc finalement, pourquoi faire? Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Après, c'est que mon avis, hein, et mon avis, il compte pour du beurre, hein. Je vous donne juste, je vous dis juste ce que je pense. Mais j'avoue, je suis un peu en mode, pourquoi faire? Autre candidate révélée pour The Power saison 3, j'espère que vous êtes prêtes et prêts à la découvrir. J'avais hâte d'un comeback de cette personne, donc je suis content de la voir. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour le Top Actu. Aujourd'hui, on va pouvoir passer à mon avis sur. Mon avis sur l'île de la Tentation, évidemment, comme je vous l'ai dit, on fait un débrief et on en fera chaque semaine. Donc j'espère que vous êtes prêtes et prêts. C'est parti, jingle. Alors, notre fameuse île de la tentation. Comme je vous l'ai dit, je peux voir les épisodes en avance parce que je paye M6 Plus Max. Mais je vous avoue que par exemple, les épisodes qui ont été en avance cette semaine, enfin l'épisode du coup, parce que c'est un épisode en deux parties, je me suis endormi devant parce que je l'ai regardé vers 3 h du matin, donc je me suis endormi devant. Mais j'ai quand même des souvenirs du dernier. Et je voulais, c'est pour ça que je l'ai dit dans la mise au point, voir avec vous si vous voulez que je vous parle des épisodes en avance ou des épisodes que tout le monde peut voir. Dans tous les cas, dans tous les épisodes qu'on a vus, on a vu déjà le départ de Diego et de Nelly. J'en ai parlé au début de la semaine aussi. Diego, il a pris la parole sur les réseaux pour revenir sur son rapprochement avec la tentatrice Mélissa, etc. Et j'avoue que moi, j'ai trop du mal avec ce mec. J'ai trop du mal avec les deux, en fait. J'ai vu que Nelly aussi avait fait une interview chez Samzira. Je vous mettrai un petit moment à l'écran. Mais j'avoue que, je sais pas. En fait, là, plus je regarde et plus je comprends les commentaires qui me disent on dirait des fake couples. En fait, j'ai pas envie de tout spoiler, mais il y a des comportements, que ce soit du côté des garçons ou du côté des réactions des filles, qui me font vraiment penser qu'on est sur des faux couples, en fait. Qu'on est vraiment sur des gens qui sont là juste pour faire du buzz et rameuter des abonnés pour devenir influenceurs. Par exemple, sans spoiler, il y a une fille, tu vois, qui a vu des images et en fait, en voyant les images, elle avait une réaction assez détachée, normale. Et puis un petit peu plus tard, elle est revenue faire une séquence avec une réaction beaucoup plus poussée en mode non mais c'est vrai que j'ai mal regardé la vidéo, j'avais pas compris le message qui était à l'intérieur. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, elle est en train de faire une séquence, elle. Genre vraiment, première réaction, elle ne ressent rien, elle est détachée et ça peut être une réaction en mode bon ça va, il a pas dépassé les limites. Et en fait, quand tu te rends compte que quelqu'un d'autre est plus à l'écran parce que elle, ses réactions, elles sont plus visibles, tu reviens sur ta position et tu reviens sur tes réactions. Je sais pas, j'ai pas aimé le move en fait et j'ai vraiment l'impression que vous avez raison, parce que c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière et la semaine d'avant, qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment là juste pour faire des séquences, juste pour séquencer et juste pour potentiellement, comme je vous le dis, rassembler des gens et devenir influenceur par la suite. Après, je peux pas vous dire avec certitude que c'est le cas ou non. Je suis pas dans la prod, je connais pas ces gens, mais c'est quelque chose que je vois et c'est quelque chose qui me rend triste parce que moi j'adore regarder l'île de la tentation pour ce côté un peu curiosité mal placée que vous avez d'ailleurs partagé aussi, je l'ai vu dans les commentaires. Et je sais pas, tu vois, je trouve que c'est un peu dommage du coup s'il y a du fake même là-dedans. Le montage aussi, je trouve que ça fait très
film. En fait, on dirait vraiment quelque chose qui est monté de toutes pièces et je trouve que c'est dommage. À part certaines réactions, vraiment, j'ai l'impression qu'on essaye de, pas de nous berner, mais qu'on essaye vraiment de nous emmener quelque part, qu'on essaye de nous faire penser ceci pour telle personne, cela pour telle personne. Et on le sait, hein, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Les prods manipulent dans tous les cas pour avoir un petit peu ce qu'ils veulent. Mais je sais pas. Là, j'ai du mal en regardant. Après, attention, hein, je suis toujours à fond dedans et tout ça, mais il y a mon œil aussi par rapport à ce travail qui me dit, là, c'est une séquence, là, elle fait du fake, mais du coup, sont-ils réellement ensemble? S'aiment-ils vraiment toujours? Ou sont-ils juste là pour faire parler d'eux? Et étant donné toutes les rumeurs qu'on a déjà eues sur l'île de la Tentation, bah franchement, ça pourrait être grave possible. C'est mon avis, hein, mais ça pourrait être vraiment possible. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on a eu du coup Diego et Nelly qui sont sortis. Sam, il a dit qu'il avait reçu les deux ensemble et les deux séparément. Et là, au moment où j'enregistre, il y a l'interview avec Nelly qui est sortie. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit moment, un petit extrait à l'écran de ce qui a pu être dit. Voilà, je trouverais quelque chose d'intéressant. Sinon, c'était un TikTok de Diego qui fait 7 minutes pour nous raconter tout simplement que Mélissa est venue dans sa chambre et que lui, il savait pas. J'ai un peu la flemme de ça, donc je me suis dit, on laisse la parole aux femmes et on laisse Nelly parler. Donc, je vous laisse écouter et voilà. On n'est pas en EHPAD ici, les filles, bougez-vous le cul. Mais c'est vraiment comme ça que la prod te parle. Et tout à l'heure, quand je te disais qu'on s'est bien fait avoir, avant de partir, en fait, on leur a dit, est-ce que vous nous obligez, est-ce que vous nous dictez ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut ne pas parler? Est-ce qu'on peut refuser un date? Oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est pas du tout ce que j'ai ressenti dès les premiers instants. Je te dis même, dès la première soirée, les gens voulaient aller dormir. Non, restez encore un peu les filles. Là, vous n'êtes pas encore assez lâchées. Tu vois. Ça veut dire quoi, lâcher? Bah, faut leur demander à eux. Je sais pas s'ils voulaient qu'on saute sur les tentateurs dès notre arrivée. Je sais pas, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a ce truc-là de vengeance, et c'est ça qui est en train de se passer. Mais non, Nelly, regarde. Diego, là, il parle avec une tentatrice. En plus, il est 6h du matin. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu pètes un câble? Il me disait vraiment ça. Et je leur dis, bah, je pète un câble parce que j'ai l'impression qu'il a dit qu'il pourrait avoir des sentiments. Et eux, ils me disent, bah oui, c'est ça. Et en plus, il a fait ça à 6h du matin. Donc, moi, ça me fait encore plus péter un câble. Je dis, mais ok, mais je me casse. Il me disait, mais non, justement, reste. Comme ça, tu peux te venger. Mais non, je suis pas venue ici pour me venger, tu vois. C'est un peu un discours de sourd. Je vais me faire volontairement l'avocat du diable. Ok, Oui, Nelly, comme ça je vais voir aussi ce que tu vas me répondre. Est-ce que c'était pas un peu prévisible? Et est-ce que c'est pas leur job, tu vois, la production, de faire ça? Ça s'appelle l'île de la tentation. Leur but est aussi de te faire exprimer ce que tu vois et ce que tu ressens pour le traduire à l'écran. C'est vrai. Bah, sur ça, t'as totalement raison. Ils ont totalement raison. Ils m'ont pas mis le couteau sous la gorge quand j'ai signé le contrat. Voilà, enfin... Mais est-ce que je pouvais m'attendre à ce qu'il y ait vraiment ce gros... Bah non, en fait. De nouveau, je pense que j'étais trop naïf aussi. Tu ressens vite, justement, cette pression de faire les choses, cette pression de se venger, tu vois, ce truc-là de rentrer dans la tentation, même si t'en as pas forcément envie, parce que bah, dès le premier soir, je sais qu'il y a 2-3 filles qui ont pleuré parce que le matin... la prod, elle est venue me dire, oui, Nelly, toi, c'est bien, t'as dansé, t'as mis l'ambiance. Mais voilà, les autres filles, c'était pas trop ça. Et je sais que le matin, on en parlait avec les filles quand les caméras étaient pas là. Qui c'est qui a pleuré? Et Virginie, je pense, et Elisa, dans mes souvenirs, c'était ça, parce qu'en fait, elles étaient choquées du fait que genre la prod leur dise on n'est pas en EHPAD ici, les filles, bougez-vous le cul. Mais c'est vraiment comme ça que la prod te parle, quoi. On n'est pas en EHPAD? Ouais, et c'est ça je me souviens, on n'est pas en EHPAD, parce que du coup, les filles, elles dansaient pas trop, tu vois, dès la première soirée. Mais nous, on se disait, mais en fait, on vient d'arriver, on a le jet lag, on a le choc. Enfin, soyez un peu gentils, quoi. Oh, pardon, mais en vrai, l'île de la tentation dans un EHPAD, je regarde. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle des épisodes en avance ou non. Là, j'ai vraiment littéralement pas dit de non. J'ai rien dit de très explicite. Je vous ai juste donné mon avis global sur les épisodes récents et mon ressenti. Mais j'aurais aimé pouvoir creuser un peu plus, mais j'ai pas envie de vous saouler ou de aller à contre-courant de ce que vous voulez. Donc c'est pour ça, dites-moi vraiment un petit peu ce que vous voulez dans les débriefs Île de la Tentation. C'est ainsi que s'achève mon avis sur et donc la moitié de l'émission. Avant de passer à Sur le vif, le cœur actu, les 2 actus internationales et les 2 gros dossiers, on est sur une grosse émission cette semaine. Évidemment, petit appel au like.
N'oubliez pas, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, de déposer votre petit like. C'est faisable sur télé aussi, je précise. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez me soutenir et si vous souhaitez faire passer la chaîne aux 70 000 abonnés. Je ne peux rien faire tout seul, c'est à vous, enfin tout est entre vos mains. Et évidemment, le premier emoji de la semaine qui est donc un animal. Et cette semaine, j'avais envie de voir des canards dans mon espace commentaire. Oui, on pourrait changer une lettre et parler des hommes, mais je préfère parler des canards. Donc mettez-moi des canards dans mon espace commentaire. Si vous n'avez pas l'emoji canard, tapez simplement le mot canard, ça me permettra de vous retrouver, de liker votre commentaire si jamais vous n'avez mis que ça, ou d'y répondre si jamais vous parlez de l'émission au global. Tout ceci étant dit, c'est l'heure d'une petite pause. Allez vous chercher un truc à boire, des petits cookies ou peu importe. Et on continue tout de suite avec Sur le vif et la fin de l'émission. Pour Sur le vif cette semaine, on commence avec Simon Castaldi qui nous raconte détester Julien Bert. Les deux autrefois amis ne le sont plus depuis que Simon Castaldi aurait pris la défense d'Ilona alors que c'était censé être son ami. On a également vu Julien Bert revenir sur un de ses lives et repartir. Depuis, plus de nouvelles des deux. Simon Castaldi a décidé de prendre la parole et de nous raconter sa relation actuelle avec Julien Bert. J'espère que vous avez les oreilles bien lavées parce que ça risque de piquer. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, Julien Bert est mort dans le film, comme on dit, et j'espère qu'on le reverra plus en télé. Bert, j'en ai jamais parlé, je pense que j'en parlerai pas parce que je m'en fous, mais Bert, on n'est plus amis, on sera plus jamais amis. Bert est la plus grosse déception amicale que j'ai eue de la télé. Parce qu'en fait, ce mec est un schlag. Voilà ce que je pense de Julien Bert, c'est un schlag. Le mec, il a un problème, le mec, il est touché. En fait, je sais pas si j'ai un mélange de peine pour lui ou juste du dégoût. Je suis border entre le dégoût ou de me dire, mais miskin, à son âge, genre miskin, à son grand âge comme ça là, il s'est jamais excusé. Ben, en fait, on n'a jamais parlé en fait. On s'était vite fait reparler en 2024 quand il a commencé à revenir après l'histoire avec son ex. On se prenait un peu en live et tout, etc. Après, on ne sait plus de nouvelles. Et après, il a fait des phases bizarres tout 2025. Comme un gros schlag. De merde qu'il est. Ma meilleure... Maëva Guénam a aussi fait beaucoup parler cette semaine. Si vous avez suivi le Before hier, vous avez vu qu'elle a encore une fois joué avec la grossesse. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi parlé d'autre chose, une question qui revient souvent, une question qui la concerne et qui concerne d'autres influenceurs. Les impôts, est-ce que Maëva Guénam paye des impôts, oui ou non? On a une réponse et un coup de gueule que je vous laisse déguster. Pour les mauvaises langues qui disent oui, tu vis à Dubaï, tu payes pas d'impôts, je paye des impôts. Et beaucoup, d'accord? J'en paye encore, voilà, je vous le dis, dont ma taxe foncière, parce que je suis propriétaire en France, d'accord? Je paye des impôts, j'habite à Dubaï et je paye des impôts, Vous voulez que je vous envoie tous les sous que je leur renvoie au moins aux impôts? Je paye et je suis une bonne payeuse parce que je veux pas avoir de problème moi avec les impôts. Je paye ce qu'il y a à payer, mais je paye des impôts. Ils m'ont même remboursé les impôts. Parce que j'ai trop payé. Voilà, je paye des impôts. Voilà, parce que vous aimez trop ouvrir votre gorge et dire, et elle vient à Dubaï. Surtout, Basse. Hein? Lui, il aime trop ouvrir sa gorge. Eh ben voilà, Basse. Je paye des impôts. Voilà. Oh. Ils aiment trop ouvrir leur gorge. Elle vient à Dubaï, elle paye pas d'impôts. Je paye des impôts. Je termine sur le vif avec Cassandra Julia. Cassandra Julia a posté un TikTok dans lequel elle écrit qu'elle ne participera plus à des téléréalités. Après avoir été longtemps malmenée par les productions et par ses ex également, elle annonce du coup un retrait. C'est un retrait qui a fait pas mal de bruit et dont je vous ai parlé dans un contenu court. Vous allez voir, vous allez être choqués des commentaires. Cassandra Julia a décidé d'arrêter la télé-réalité et là où elle s'attendait à plein de messages d'amour et plein de messages de soutien, c'est autre chose qu'elle a reçu. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, Cassandra Julia a été une candidate emblématique de télé-réalité. On a eu son couple-séparation avec Giovanni et puis après avec Simon Castaldi. Elle a beaucoup été malmenée par les productions aussi, je me permets de le dire. Je pense qu'ils ont beaucoup utilisé sa sensibilité afin de faire pas mal de petites séquences.
séquences. On est sur une candidate dite controversée, mais moi je vais pas vous mentir, je l'aimais bien. Bon, il y avait des séquences qui me saoulaient parce qu'elle faisait quand même beaucoup de cris et de larmes, mais bon, laissons-la vivre ses émotions. Franchement, c'est pas la pire des candidates, moi je l'appréciais, mais bon bref, elle a annoncé qu'elle arrêtait la télé-réalité. On regarde les réactions. En gros, elle a posté ça sur TikTok, elle a dit « Vous ne me verrez plus à la télé, it's over », ce qui veut dire c'est terminé pour les personnes franlingues, bref, vous avez compris. Et les commentaires. Mon Dieu, les commentaires. On peut lire meilleure décision, enfin on est sauvé avec 28 000,1 likes. Même dans The Power à voir, donc finalement ça serait pas vraiment si terminé que ça. Il suffirait juste d'avoir une télé qui l'intéresse. Prends Simon avec toi STP, parce que Simon est actuellement dans les tricheurs, donc ça fait aussi réagir. Et enfin on a ce dernier message qui dit « Merci, la France n'en pouvait plus ». Non mais vraiment. En télé ou hors télé, Cassandra ne fait pas l'unanimité. Vous me direz ce que vous pensez de son départ de la télé-réalité, qui pour moi est quand même temporaire, vu que visiblement si on propose The Power, on risque de la revoir. Voilà tout le monde pour Sur le Vif cette semaine, j'espère sincèrement que ça a pu vous plaire. On va maintenant passer au cœur actu, croyez-moi, il est chargé, c'est parti, jingle. Nous commençons ce cœur actu avec Giuseppa qui clash Paga. Alors ça, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, il fallait qu'on en parle. Il y a souvent des stories qui passent inaperçues et il y a des stories qui déclenchent des lectures beaucoup plus larges sur les réseaux sociaux. Et la dernière story publiée par Giuseppa a fait partie de cette deuxième catégorie. D'ailleurs, si vous avez été attentif, dans mon débrief Thibaut et Jess de la semaine, je vous ai parlé de Paga et je vous ai dit que Giuseppa avait posté une story assez cocasse et énigmatique qu'on pourrait prendre pour Paga, et c'est même pas celle-là, il y en a eu une autre après. En quelques phrases, sans citer personne, sans viser explicitement quelqu'un, Giuseppa a relancé toutes les questions autour de sa relation avec Paga. Et quand on connaît leur histoire, c'est pour ça que c'était intéressant d'écouter l'actu sur Paga, eh bien c'est difficile de rien dire. Rapidement leur relation, ils sont rencontrés dans les Marseillais vs le reste du monde, coup de foudre immédiat, relation très commentée, critiquée à cause de la différence d'âge. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils miseraient pas une pièce sur eux, mais ils ont toujours assumé leur lien. Ils se marient, font une famille, 2 petites filles, et pendant longtemps, l'image renvoyée est celle d'un couple soudé, très fusionnel, presque indestructible. Et l'été dernier, tout a basculé. Si vous avez la ref, j'adore. Une affaire judiciaire, une rupture annoncée et un équilibre à reconstruire. Bon, depuis, ils ont fait le choix d'une séparation apaisée, en tout cas en apparence, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. Ils l'ont répété, ils veulent rester en bons termes pour leur fille. Et c'est justement cette entente, cette complicité visible qui a entretenu le flou. Et les internautes ont projeté, ils ont espéré un retour. D'ailleurs, le nombre de DM que j'ai reçus quand ils se voyaient régulièrement et qu'on m'envoyait « Rudy, regarde, ils sont ensemble, ils sont remis ensemble. » No! They are just together. Bref, chaque interaction, chaque mot, chaque présence est devenu un indice potentiel. Et dans tout ce contexte, Giuseppa a posté une story. Elle parle pas de Paga, elle parle des hommes. Okay? Elle parle du romantisme, d'initiative, de cette idée qu'un homme capable doit gérer, il doit être une épaule et il doit rassurer. Ce qu'elle décrit, c'est moi en fait. Je suis un homme capable. Elle dit que c'est pas une question de fleurs ou de restaurant, mais d'attitude, de présence et de solidité. Et très vite, le ton se durcit. Elle dit ne pas comprendre ce que les hommes peuvent encore apporter, surtout quand une femme a déjà tout pour elle. Et elle conclut par cette phrase qui est assez forte, « Mieux vaut rester seule ». Oui, c'est ce qu'elle a dit, mieux vaut rester seule. Après, en vrai, avant d'aller plus loin, moi je suis un peu d'accord. Hein. Genre franchement, pourquoi est-ce qu'on va se coltiner un ou une partenaire qui, je vais pas dire qui nous apporte rien, quoique si, je vais dire ça en fait, qui nous apporte rien, mais pas en mode de l'argent ou une maison ou quoi, mais un plus dans notre vie, tu vois, un lien, une épaule, enfin quelque chose, tu vois, sur laquelle on peut se reposer, discuter, partager. Si c'est juste se coltiner un boulet ou une boulette qui finalement nous apporte plus de négativité qu'autre chose et de prise de tête, à quoi bon finalement? Alors évidemment, la question est arrivée après la story de Giuseppa. Est-ce une pique adressée à Paga ou simplement le cri d'une femme célibataire, lucide, un peu fatiguée, qui verbalise une déception plus globale? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, et c'est ça qui nourrit le flou. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce discours, on l'entend de plus en plus chez les femmes qui ont déjà vécu une grande histoire, ou une rupture marquante, une maternité. C'est pas un rejet de l'amour, mais c'est une exigence beaucoup plus élevée. Une forme de « je sais ce que je vaux ». Je sais ce que j'apporte, donc je me contenterai pas de moi. Et en vrai, moi, je suis un peu d'accord avec ça, tu vois.
On rappelle aussi la prise de parole de Paga plus tôt dans l'année où il avait partagé un message assez introspectif et spirituel où il parlait de douceur, d'apprentissage, de résilience. Il disait qu'il avait été secoué, parfois même mis à genoux, mais qu'il repartait plus lucide et plus aligné avec lui-même. Un discours qui avait fait beaucoup parler et qui était un petit peu vers la reconstruction personnelle. Tiens, va mon bibou d'amour, tu écoutes les actualités toi aussi? Moi oui. Tu écoutes les actualités, tu t'assois carrément pour Paga et Giuseppa. Tu fais des bisous. Je l'aime trop. Pardon. Bref, on a quand même un contraste assez intéressant. D'un côté, on a Giuseppa qui semble exprimer une forme de lassitude, presque de désillusion face aux relations. Et de l'autre, on a Paga qui nous parle de guérison, de force retrouvée, de chemin personnel. Vraiment deux états d'esprit différents. Médiatiquement, ça relance les fantasmes de retour de flamme. Mais quand on écoute vraiment ce qui est dit, moi je vois surtout Giuseppa qui n'a pas envie de relation, qui a potentiellement envie d'être seul, ou alors, je sais pas, peut-être pas forcément seul, mais peut-être juste s'amuser, tu vois, peut-être pas un truc sincère, mais bon, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, en influence et en télé, l'amour doit être spectaculaire. Soit il explose, soit il renaît, alors que là, on a une vérité beaucoup plus calme, beaucoup plus distancielle. On peut s'aimer, se respecter et être de bons parents sans vouloir être en couple. Puis bon, ça va, ils sont pas non plus au bord de la mort, ils sont encore jeunes, enfin voilà, ils ont la vie devant eux. Peut-être que Giuseppa changera d'avis dans 2 ans, peut-être que Paga va retrouver quelqu'un. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je terminerai par dire que parfois la plus grande preuve de maturité, c'est pas de se remettre ensemble, mais de savoir la place de chacun finalement, que ce soit en tant que parent ou en tant que relation, que duo. Vous me direz ce que vous en pensez. Aquababe sur Tout Beau Tout Neuf, alors ça a fait un clash les amis. À la base, il y a une histoire qui a ému les réseaux sociaux, c'est l'histoire de Cyril Schreiner. Alors Cyril, il affirme que son chien il a été volé, kidnappé chez lui, voilà, on en parlera dans les gros dossiers dans un instant, donc je ne vais pas tout vous raconter ici. Mais rapidement, Aquababe s'en est mêlé, on en parlera également. Et fidèle à son rôle de blogueur, il a émis un doute. Est-ce que le chien a vraiment été kidnappé ou est-ce que c'est une mise en scène? Ok, donc ça on en parle dans quelques minutes. Mais dans ce contexte, Aquababe a été invité sur le plateau de Cyril Hanouna, Tout Beau Tout Neuf. Et très vite, le ton est monté, non pas forcément avec Cyril, mais avec un autre chroniqueur, Michel Marie, habitué à traiter des affaires judiciaires, des faits concrets et des preuves. Et en fait, cet homme demande à Aquababe une question très simple et très basique, que vous lui poseriez toutes et tous d'ailleurs. Quelles sont vos preuves absolues que l'histoire est fausse? Et c'est là que le malaise commence. Aquababe répond par sa conviction personnelle, il dit « Pour moi, ça n'est jamais arrivé ». Une réponse qui évidemment ne satisfait pas Michel, étant donné qu'il n'y a pas de preuve, c'est simplement une conviction. C'est comme si moi je pouvais vous dire, pour moi c'est arrivé, voilà, mais j'ai pas de preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il le dit clairement, presque sèchement. Sur le fond, on s'en fout de ce que vous pensez. Ce qu'on veut, ce sont des faits, des preuves et des éléments. Et ça n'a pas plu à Aquababe. Le ton, il est monté. Cyril, il en a rajouté une couche, comme il sait le faire. Et la discussion, elle est devenue chaotique sur le plateau. Aquababe, il tente d'expliquer que sa preuve, c'est l'absence de plainte, ou du moins le fait que l'influenceur aurait menti sur ce point. Donc Michel, il insiste. Comment est-ce que Aquababe peut en être sûr? Quels moyens a-t-il pour vérifier tout ça? Et Aquababe, il coupe court, il refuse le débat et il dit cette phrase: « Je t'explique, Coco ». Il est venu parler d'une histoire de clébard et pas se lancer dans une interrogation de police. La phrase, non mais ça va pas ou quoi? Genre, vraiment, j'étais choqué. Oh, 2026, là, ça vient de commencer. On est déjà sur des phrases et des prises de parole, mais je suis là, mais on est où, genre? On est où? Et quand bien même, moi je vais plus loin, le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte ou soi-disant, hein, ou machin, enfin, c'est pas des preuves, c'est juste des éléments de suspicion. Mais de toute façon, on reparle de Cyril dans un instant. Bon, il y a eu un fou rire sur le plateau, l'attention s'est transformée en séquence comique et c'est devenu très révélateur. Parce que sur le fond, le sujet il est super sérieux, hein, mais sur la forme, c'est devenu un spectacle. Ce qui est frappant, c'est le choc entre les deux logiques. D'un côté, on a Aquababe, très ancré dans la culture réseaux sociaux, l'intuition, l'incohérence, le ressenti, le fameux « ça ne colle pas » que d'ailleurs je vous ai donné tout à l'heure avec Mathieu Delormeau en vous précisant que je n'ai pas de preuves, justement. Et on a Michel Marie, journaliste de faits divers, habitué aux procédures, aux dépôts de plainte et aux preuves matérielles. Donc deux mondes différents mais qui se croisent. J'ai dit Michel Marie. Évidemment, on rit, on applaudit, on en fait des mèmes, mais la question est toujours la même, est-ce que Cyril a menti ou pas? Et ça, on en reparle dans quelques minutes, donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. J'en ai
ai parlé dans Mixosity Influence qui est sorti le jeudi 5 février, mais il y a beaucoup d'informations qui ont été rajoutées depuis, donc évidemment, je devais faire un point et un gros dossier dans MTT. J'ai vu Aquababe aussi qui a réagi du coup à cette séquence sur Instagram, il en a parlé en story, bref, ça a fait beaucoup de bruit. Et moi, je trouve, et c'est pour ça que je prends un peu de recul là-dessus, que ça pose vraiment toujours cette question de blogueur. On n'a pas de preuves, encore une fois, sur quelque chose, on n'a pas de preuves. On veut des preuves, tu vois, sur des choses, surtout quand elles sont aussi graves que ça. Et là, on a juste le oui, mais il n'aurait pas porté plainte, donc pour moi, c'est une preuve. Mais c'est pas une preuve, c'est pas un fait, c'est pas palpable. On n'a rien ici. Et ça peut vraiment détruire une vie, ça peut détruire une carrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en ça me dérange de ouf. Mais visiblement, il y a des gens qui croient quand même que, en fait, tout ça, c'est une preuve. Bref, en vrai, j'arrête d'en parler parce qu'on en reparle dans un instant. Donc voilà, je me tais, on viendra sur Cyril, on va pas aller dans Cyril, dans quelques minutes. Avant-dernière actu du Cœur Actu, Mila Jasmine nous montre son fils. Et oui, il y a des moments où certaines personnalités choisissent de garder des trucs secrets et il y a des moments où on a une exposition. Et en fait, Mila a décidé de partager un fragment de sa vie. Elle a célébré les 3 ans de son fils Mani. C'est un anniversaire qui est symbolique, qui est plein d'émotions. Et elle a voulu le raconter avec beaucoup de pudeur. Alors, pour comprendre pourquoi ce moment touche, il faut revenir en arrière. Mila, on l'a découvert en 2015 dans Les Princes de l'amour. Elle est arrivée avec une personnalité très affirmée, un franc-parler qui divise, beaucoup de clash. Et voilà, une vie très exposée et très intense. Et elle en a parlé récemment, justement. Elle a dit que cette vie-là, cette vie qu'elle a connue, ne la rend pas vraiment heureuse. Elle l'a dit dans un message assez fort. Elle parle de vide, de mauvais choix, de relations chaotiques. Voilà. Finalement, la vie loin des caméras, ça lui sert beaucoup plus. En 2022, elle se marie avec Lorenzo et il décide un petit peu de se retirer de l'écran. Lorenzo, d'ailleurs, on l'a jamais vu. On a son fils Mani qui arrive en 2023 et là, tout change. Elle dit que devenir mère lui a donné un sens qu'elle n'aurait jamais trouvé ailleurs. Novembre 2024, une petite fille naît. Elle s'appelle Ailina et c'est une famille du coup qui s'agrandit. On a sa nouvelle identité qui se construit et tout simplement, tout le monde en parle et tout le monde adule Mila. Dans ce contexte, les 3 ans de Mani prennent un grand sens. Mercredi 4 février, Mila a partagé des stories, des images, rien de spectaculaire et elle a quand même caché son visage et ça je l'applaudis. Elle explique simplement que son fils fête son anniversaire à l'école avec ses camarades, qu'une fête est prévue à la maison le week-end, donc au moment où je vous parle, parce que pour le moment il voulait être entouré de tous ses copains. En fait c'est une phrase très simple mais qui en dit beaucoup. Elle montre les décos, elle montre le gâteau, elle montre l'ambiance joyeuse et elle partage des photos, ce qui est très rare, de Mani. On voit qu'il a grandi, que c'est plus un bébé. Évidemment, son visage, comme je l'ai dit, est caché et ça, je l'applaudis. C'est un choix très assumé et qui, justement, prouve qu'on peut montrer sans exposer. On peut partager sans livrer totalement. Et ça aussi, je trouve que c'est révélateur de qui Mila est devenue. Et on a eu la déclaration, quelques lignes, pas un long texte, mais quelques lignes. Elle parle du temps qui passe trop vite, elle appelle son fils mon petit homme, mon bébé d'amour, elle invoque de la protection, bref, elle est vraiment mère poule quoi. Ce qui touche les gens ici, c'est justement cette évolution. On voit une ancienne figure très clivante de télé qui s'est ancrée dans quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus centré, beaucoup plus famille. Elle renie pas son passé, mais elle veut pas en être prisonnière non plus. Elle renie pas la Mila d'avant, elle explique simplement que elle n'était pas heureuse comme ça et qu'elle l'est beaucoup plus aujourd'hui. Donc voilà, en vrai, c'est pas une actu spectaculaire, il y a pas de clash, il y a pas de polémique, il y a pas de buzz ou quoi que ce soit. On a juste finalement Mila qui partage un moment de vie et moi j'ai beaucoup aimé en fait le côté déjà où elle nous montre pas son fils. Ça c'est incroyable, franchement, ça prouve vraiment qu'on peut montrer sans exposer, qu'on peut montrer sans mettre en danger. Enfin, moi, franchement, tu vois, quand j'ai vu du coup les stories là, j'étais vraiment en mode « Oh, trop bien !» Genre, on nous partage un truc qu'on a peut-être envie de voir ou pas d'ailleurs, ça dépend si on suit ou quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé ça trop mimes. Et en plus, on voit pas l'enfant, tu vois. On le voit pas et je trouve que c'est ultra symbolique. Et ce genre d'influence, j'aime beaucoup et peut-être que ça pourrait influencer d'autres personnes à faire pareil si jamais ils veulent partager des moments de vie familiaux, mais sans exposer l'enfant. Voilà, franchement, bravo Mila pour ça. On termine le Cœur Actu avec Adé Laurent.
Adèle Laurent qui a été choquant. Il y a des séquences qui surprennent et il y en a d'autres qui surprennent plus vraiment. Et quand on parle d'Adèle Laurent, parfois on n'est pas vraiment surpris. Alors, lors d'un live avec Sam Zero, on a eu une discussion qui a glissé sur ses relations passées, notamment Elsa Dask. Et là, Adèle Laurent, il a expliqué très sérieusement ce qu'il avait chauffé chez elle. C'était son faible nombre de partenaires sexuels. Ça commence bien, hein? Ouais. 3 ex, 3 partenaires, il utilise des mots très violents pour justifier ça. Il a dit qu'elle n'était pas détruite, donc en réduisant son parcours intime à une forme d'usure, finalement. Et c'est précisément là que ça a explosé, parce que derrière le côté cru, on a une vision très ancienne, très inégalitaire des relations, une vision où la valeur d'une femme serait liée à ses actes au lit, hein, où moins elle a vécu, moins elle a expérimenté, plus elle serait désirable et pure. Et ce qui choque encore plus, c'est l'absence totale de remise en question, surtout venant de quelqu'un qui revendique, lui, une sexualité multiple, assumée et publique, si je peux me permettre. Sam Zira d'ailleurs il le dit, hein, il pointe le paradoxe, il dit comment peut-on évoluer dans des milieux ultra libres, fréquenter des soirées extrêmes, produire du contenu pour adultes et en même temps exiger d'une compagne qu'elle ait peu de kilomètres, parce que vous savez, c'est la fameuse expression. Donc la question, elle est posée, et Adé, il reste campé sur ses positions. Non, mais de toute façon, ce live était lunaire. Genre vraiment, Adé Laurent, je suis désolé, mais c'est un être lunaire. Je sais pas d'où il vient, lui. Le débat sur le body count, en réalité, il dépasse Adé Laurent. Ça revient régulièrement, notamment sur les réseaux. C'est souvent porté par des discours très masculinistes, notamment ceux de Adé Laurent. C'est pas simplement une préférence ou quoi que ce soit, c'est une hiérarchisation. Je vais jamais réussir à le dire. Une hiérarchisation. Bravo Rudy. Une façon de dire certaines femmes valent plus que d'autres en fonction de leur passé intime. Et même quand AD précise que chacun fait ce qu'il veut de son corps, les propos suivants ils sont en contradiction avec ça. La toile n'est pas surprise, ils ont pété les plombs et je comprends, il y en a beaucoup qui parlent de sexisme décomplexé, d'hypocrisie, de peur de la comparaison et en fait on a l'idée qui est derrière ça, qui est que ce rejet des femmes qui ont eu plusieurs partenaires, ça pourrait être une insécurité masculine. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Genre en mode une crainte de pas être à la hauteur ou de pas contrôler la femme en fait, le récit et la relation. Bref, Adèle Laurent, il assume, il s'excuse pas, il nuance pas, il affirme que sa vision, son critère, c'est son droit, hein, effectivement, et que voilà. Bref, il a dit des trucs dans ce live qui m'ont choqué avant de vous laisser regarder. Il y a aussi eu du racisme décomplexé envers les personnes asiatiques. Il y a eu tellement de trucs, genre par rapport aux femmes, mais ça m'a dégoûté. La manière dont il parle à Sam, la manière dont il parle tout court, en fait. Enfin, ce mec ne devrait pas avoir de réseau, faut arrêter de le montrer partout, hein. Et même moi, le premier, finalement, pourquoi je le partage? Il devrait être dans la catégorie Morgan Makeup, au fond du placard, là, que je ne partage pas. Je suis désolé, je m'énerve, mais ce mec, il me rend ouf. Il me rend ouf dans ce qu'il dit. Il me rend ouf dans ce qu'il fait aussi. Et je parle pas de ses contenus pour adultes. Genre ça, c'est du taf. Et voilà, il y a des contrats, il y a des clauses. Tu fais ce que tu veux là-dessus. Protégez-vous, s'il vous plaît. Mais ce qu'il fait, de ce qu'il dit dans ses lives, je peux pas. Genre vraiment, je peux pas. Je suis désolé, mais Adèle Laurent, je ne peux pas. Autant il a une belle gueule, franchement, je le dis. Et je le dis comme ça parce que c'est une expression. Mais je trouve qu'il a un beau physique. Mais l'intérieur, c'est une patate pourrie avec plein de branches là. Non, je peux pas. Je vous laisse regarder un moment de ce live. C'est pas un moment qui correspond à ça, c'est un moment que je trouve encore plus choquant. Je vous laisse regarder. Vous me direz votre avis. Quand elle m'a dit, voilà, j'ai eu 3 ex dans ma vie, j'ai vu 3 pénis, ça m'a chauffé. Je me suis dit, putain, une fille bien, elle s'est pas fait détruire dans toute la France. J'aime pas ce discours, j'aime pas ce discours. Oui, mais c'est pas de discours, Sam. Oui, mais c'est comme ça. Ok. Demain, elle me dit, j'ai vu 3 pénis. Je vais lui dire, écoute, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Tu lui as menti toi aussi? Tu lui as dit Pas quoi du tout. Concernant? Pas du tout. Mais une femme, Non, il n'y a pas de femme. Écoute. Non, j'écoute pas. Sam. Il n'y a pas de femme. Malheureusement, ce n'est pas pareil. Si une femme qui dit à un homme, écoute, j'ai eu 300 relations sexuelles. Et alors? C'est pas ça le problème. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, elle va pas t'attirer. T'es un gros chien de la casse. Je peux sortir avec elle, mais ça va un peu plus me déchauffer. Et elle, je me suis dit, elle a eu 3 mecs dans sa vie. Ça doit pas te déchauffer. Si, elle a pas beaucoup d'expérience. Je me suis dit, bon, c'est cool. Même si elle a le droit de le faire. Moi, je suis comme ça. C'est pas cool. Moi, je suis comme ça. Tu te retrouvais dans des soirées où t'avais plein de gens à poil. Je sais. Par contre, il faut que ta meuf, moins elle a de kilomètres, mieux c'est. Mais ça va pas ou quoi? Concernant Adèle Laurent, j'ai évidemment vu aussi les révélations qu'il a faites qui sont beaucoup plus sombres, quelque chose qu'il a raconté chez Sam Zira. J'ai pris le parti de ne pas en parler ici parce qu'on est quand même sur des choses qui sont très graves, mais je voulais quand même vous dire que j'avais vu, étant donné que sinon on risque de me poser la question. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu. J'ai mis Adèle Laurent à la fin parce que franchement j'étais en mode
oh my god, en même temps je voulais en parler. On a 2 actualités internationales aujourd'hui. Oui les amis, on en a 2, on n'en a pas une. Nous allons parler de Beyoncé et de Jay-Z qui font peur, mais également de Kim Kardashian qui pourrait être en couple. On commencera aussi l'actu internationale avec une petite mise au point, donc c'est parti, jingle. Je commence donc les actus internationales avec Beyoncé et Jay-Z. Avant ça, effectivement, mini mise au point, j'ai vu vos messages par rapport à l'affaire Jeffrey Epstein. Je ne compte pas forcément en parler dans MTT, déjà de sûr, et je ne compte pas forcément faire une vidéo à ce sujet parce que c'est beaucoup trop compliqué et je pense qu'il faudrait vraiment se consacrer qu'à ça. Et je n'ai pas le temps de me consacrer qu'à ça, étant donné que je parle d'actu tout le temps. Et je trouve que ce serait un peu irrespectueux et délicat d'en faire juste un résumé. Mais j'ai vu vos messages. Je pense qu'il y a d'autres contenus en ligne qui peuvent en parler. Mais moi, franchement, je ne pense pas que je me pencherai sur l'affaire. Ou peut-être dans un true crime, mais pas ici. I'm sorry. Mais bon bref, on parle de Beyoncé et de Jay-Z. Alors, sur le papier, tout est propre entre les deux. Ils sont ensemble depuis 20 ans, ils ont bâti un empire, une réussite artistique, et voilà. Leur regard se serait posé sur une région très précise du Royaume-Uni, parce que, voilà, ils veulent les Cotswolds, et plus précisément un terrain d'environ 23 hectares près du village de Widgington, à bonne distance de Londres, dans un décor très carte postale. Leur idée, c'est de construire une immense demeure de 7 chambres sur un terrain qui dispose déjà d'un permis de construire. Rien d'illégal et rien de choquant en soi. Sauf que du point de vue des habitants, l'histoire se raconte autrement. Pour les habitants, ces champs, ces sentiers et ce lac, c'est pas simplement des paysages, ce sont des lieux de vie, des chemins empruntés tous les jours pour promener les chiens, pour marcher, pour respirer. Et l'arrivée d'un couple comme Beyoncé et Jay-Z, c'est pas seulement une question de célébrité, c'est une question de transformation. Total. En fait, il y a des inquiétudes qui sont concrètes et vu le type d'actu, je voulais trop en parler ici. Il y a des habitants qui craignent de perdre l'accès à des sentiers publics. Il y en a d'autres qui anticipent déjà les clôtures, les restrictions, la sécurité renforcée. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on viendrait bouleverser un équilibre local pour des propriétaires qui, selon eux, ne viendraient peut-être qu'une fois par an? Enfin, vous voyez ce que je veux dire et je comprends tellement ce que les habitants disent. Il y a aussi la peur de l'effet boule de neige, plus de voitures, plus de passages, plus de contraintes, des villages qui deviendraient des zones ultra protégées, presque muséifiées, où les habitants historiques ont le sentiment de ne plus être chez eux. Il y en a qui citent d'ailleurs des précédents très parlants, notamment des zones rurales devenues inaccessibles après l'installation de personnalités très médiatisées. Et en fait, on est face à un débat qui est classique, mais qui a déjà été mis en avant plusieurs fois. Mais voilà, tu vois, on a ce contraste entre ultra richesse et vie locale. On a le rêve que représente Beyoncé à l'échelle mondiale. Et en fait, on a vraiment le contraste avec des gens qui veulent juste être tranquilles chez eux. Et c'est même pas genre on va construire une maison et on va y vivre tout le temps. Comme ils le disent, ça se trouve, ils vont être là, je sais pas, peut-être une fois dans l'année, allez 2 fois. Donc ça veut dire tout ça, pour ça, c'est chaud. Après, du côté du couple, leur démarche, elle n'est pas encore concrète et elle n'a rien d'absurde. En fait, ils cherchent le calme, ils cherchent la discrétion, la nature, loin de l'agétition américaine. Mais je comprends en fait que ça puisse poser problème pour certaines personnes. Et franchement, je pense que moi, ça me ferait chier de ouf aussi si j'étais un habitant local. Pour l'instant, il n'y a pas de déménagement officiel, il n'y a pas de décision définitive, juste une intention, un projet et beaucoup de projections. Reste à savoir si ce futur voisinage sera source de tensions durables. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit franchement, je pense que je peux en parler dans MTT et je voulais grave vos avis dessus. Je ne sais pas si vous allez regarder l'actu internationale, peut-être pas tout le monde, mais si vous regardez l'actu internationale, faites partie du clan VIP qui me parleront de cette actu dans l'espace commentaire. Parce que franchement, dites-moi, genre vous, ce que vous auriez pensé si jamais vous étiez à la place des personnes qui vivent là-bas. Ça devait s'arrêter là, mais je suis tombé sur Kim Kardashian potentiellement en couple et je me suis dit, bon, allez, on en parle. Après le divorce qu'elle a eu avec Kanye West, elle a tenté autre chose, une relation avec Pete Davidson, plus légère, plus inattendue, mais qui n'a pas échappé aux tensions, notamment à cause des réactions très virulentes de son ex-mari. Là encore, l'histoire s'est arrêtée, sans drame public, mais avec une fatigue évidente. Et depuis, Kim, elle donnait l'impression d'avancer, avec beaucoup plus de prudence, et elle le répétait souvent, sa priorité, ce sont les enfants, le travail, l'équilibre. Ces derniers mois, il y a des rumeurs qui ont circulé avec Odell Beckham Jr., une relation jamais officielle, décrite comme simple, sans pression, qu'aurait pris fin également calmement. Donc voilà, Kim ne chercherait pas à se recaser à tout prix,
Elle veut pas forcer les choses, elle veut choisir. Et on a eu cette information qui est venue d'un tabloïd britannique, The Sun. Kim Kardashian et Lewis Hamilton auraient passé du temps ensemble en Angleterre, dans les Cotswolds, on y revient, dans un cadre très privé, très luxueux. Une nuit dans un manoir, un spa réservé, un dîner à l'écart des regards. Kim aurait même fait le déplacement depuis Los Angeles en jet privé. C'est quoi cette vie quand même? Genre la dame, elle se dit « Ok, j'ai un date en Angleterre, je vais prendre mon jet. » Mais ça va pas ou quoi? Anyway, dit comme ça fait rêver, ou du moins ça intrigue. Ce qui frappe aussi, c'est que ce duo ne sort pas de nulle part. Kim et Lewis se connaissent déjà depuis plusieurs années. Ils se croisent dans les mêmes cercles, les mêmes événements, les mêmes sphères ultra exclusives. Et jusqu'ici, leur relation elle a été décrite comme amicale. Mais parfois, dans ce genre de milieu, la frontière est mince. Et le simple fait qu'ils soient vus ensemble dans un contexte aussi intime, ça a suffi à déclencher l'emballement. Pour l'instant, il n'y en a ni l'un ni l'autre qui s'est exprimé, pas de confirmation et pas de démenti. Et ce silence chez Kim Kardashian, il est parfois très parlant. Ce qui est intéressant ici, c'est encore une fois tous les regards qu'on peut avoir sur les grandes célébrités. Mais vu que ça parle de relations et de Kim K, je me suis dit, allez, petite actu internationale, on la double, ça fait pas de mal. Et j'espère que ça a pu vous intéresser. Voilà tout le monde pour les actus internationales aujourd'hui dans Mix the Tea. On va pouvoir passer au gros dossier et puis à l'Astro Actu. Franchement, je crois que l'émission elle a été longue. Là, je suis déjà à 1h40 de tournage, ça n'est jamais arrivé en arrivant jusqu'ici. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si l'émission est plus longue, je sais que ça vous manquait, les longues émissions. Et pourtant, elle n'est pas aussi remplie qu'à l'époque. Bref, je me tais. On passe aux deux gros dossiers. Cyril Schreiner et Thibaut Garcia, évidemment. Allez, c'est parti. Jingle. Alors, vous le savez, pour les gros dossiers, je reste sur mes notes. On en a deux, ils sont longs et je vais tout vous raconter. On commence par Cyril. On n'est pas du tout sur une actu légère, on est sur quelque chose d'extrêmement lourd, de dérangeant et émotionnel. Depuis plusieurs jours, l'histoire de Cyril Schreiner et son chien Albert secoue littéralement les réseaux sociaux. Et pas seulement parce qu'il s'agit d'un influenceur très suivi, mais parce que tout ce qui est raconté touche à quelque chose de très intime, la peur de perdre un être vivant qu'on aime et l'exposition de cette douleur sous des millions de personnes. Cyril, pour ceux qui le suivent, c'est plutôt l'image d'un créateur de contenu assez léger, souvent drôle, très accessible. Il partage beaucoup avec sa communauté, notamment autour de ses chiens, dont Albert, qui est devenu au fil du temps une vraie petite star à part entière. C'est un bulldog qui est malade, je le précise, qui est fragile et qui est reconnaissable. C'est presque un personnage à lui tout seul et c'est précisément pour ça aussi que l'annonce a provoqué un choc. Il y a quelques jours, Cyril apparaît en larmes sur les réseaux sociaux. On n'avait pas un storytelling bien huilé, pas une vidéo montée, juste lui, totalement effondré, qui explique que 2 personnes se sont introduites chez lui en pleine forêt et qui ont enlevé son chien. Il parle d'un kidnapping. Il dit qu'il n'a plus aucune nouvelle d'Albert et très vite, la vidéo fait le tour des plateformes. On a des messages de soutien parce que la détresse elle est visible, l'histoire elle est terrifiante et parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. Il va même plus loin. Il partage des images des vidéosurveillance, il raconte le déroulé précis, une soirée presque banale, la dernière sortie des chiens avant d'aller dormir, un moment où, pressé, il décide de les laisser dans le jardin sans les accompagner. Et c'est là que tout change. Il explique qu'il ne l'avait pas vu sur le moment, mais que des individus tournaient autour de sa maison depuis des heures. Et vu qu'il est isolé en pleine forêt, il n'aurait rien remarqué. Et il entend sa chienne, Christine, qui hurle, un cri inhabituel. Donc il sort et Albert n'est plus là. La scène elle est décrite avec beaucoup de détails, presque trop selon certains. Et plus il parle, plus l'angoisse monte, parce qu'il y a un élément central. Albert est malade, il a besoin de médicaments et les ravisseurs seraient partis sans son traitement. Donc là, c'est plus simplement une histoire de vol, c'est aussi une histoire d'urgence vitale. Hier soir, 2 personnes se sont introduites chez moi et ont pris Albert, ils l'ont kidnappé. Malheureusement, je n'ai plus du tout de nouvelles de lui. Bien sûr, toute la scène a été filmée. J'ai des caméras chez moi, comme vous savez, j'ai eu plus de 7 tentatives de cambriolage en 7 ans. Chaque année, on essaye de me voler ou de voler mes affaires. En gros, ça s'est passé hier soir entre 22h et 23h. Et comme d'habitude, je les sors tout le temps une dernière fois avant d'aller me coucher avec eux. Comme d'habitude, normalement, je vais tout le temps avec eux
Je sors par derrière, puis ensuite on fait tout le tour du jardin pour ensuite rejoindre le devant de la maison, en gros l'entrée principale. Sauf que cette fois-ci, j'avais pas du tout le temps, j'avais autre chose à faire et généralement mes chiens ils font leur tour eux-mêmes dans le jardin et ils font leurs besoins où ils veulent quoi. Sauf que avant de les sortir, je l'ai pas vu. Mais il y avait 2 personnes qui se promenaient autour de ma maison pendant des heures et des heures. Comme vous savez, j'habite en plein milieu de la forêt. Je suis tout seul. Malheureusement, ces gens-là, ils attendaient justement le moment que je sortais Albert et Christine pour prendre Albert. Et d'ailleurs, on les voit juste ici. Je les ai vus à travers le portail, enfin à travers les caméras, par la suite du coup. Après qu'ils ont fait le tour, je pense qu'ils ont repéré que Albert il était à l'extérieur et que c'était le moment de le prendre. Et j'entends juste Christine comme ça gueuler d'un seul coup et je comprends pas parce que Christine elle gueule jamais. Elle gueule jamais dehors toute seule comme ça. Je me suis dit bon peut-être que elle a vu un truc passer et peut-être qu'elle gueule sur un truc. Et là je sors quand même et je vois plus Albert. Peut-être qu'il a fait le tour je me dis. Moi je me dis c'est pas grave, de toute façon dans la vidéo on le voit dans les caméras de surveillance. Mais non, il est plus là. Mon prix. Vous en doutez, ces personnes-là, ils avaient des cagoules, mais je suis quasiment sûr que ce sont des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il est où Albert, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui, je sais pas s'il est bien, et en plus il a des médicaments à prendre, enfin, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire en vrai, mais on voit tout sur les vidéos de surveillance, bien sûr, ça va être confié aux autorités, ça a été déjà fait d'ailleurs. Ce que je sais déjà, c'est que c'est une attaque ciblée directement sur Albert, parce qu'il y avait Christine avec eux directement dehors, et ils ont choisi de prendre Albert et pas Christine, alors que Christine, on le voit sur une des caméras, mais en fait elle était plus proche c'était plus proche pour eux de prendre Christine que Albert. Et c'est pour ça, en fait, c'était ciblé. Et de toute façon, là, je vais vous mettre les petites photos ici. Si jamais il y a des personnes qui savent quelque chose, qui peuvent me dire, écrivez-moi en DM ou quoi que ce soit. Peut-être que je sais que c'est des jeunes quasiment. Christine en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? C'est des jeunes, c'est des gens qui me suivent, je suis quasiment sûr. Je sais pas pourquoi je le sens. De toute façon, vous les verrez sur les vidéos surveillance. Je vais vous poster aussi les vidéos surveillance sur Snap. Il y a plus de 10 minutes d'images vidéosurveillance. Comme ça, vous verrez vraiment tout ce qui s'est passé en entier. Et voilà, je sais que ça va être un peu choquant pour certains, mais écoutez, il faut que je vous montre tout. Peut-être s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, qui peut-être reconnaît des trucs, je sais pas. En tout cas, ça fait déjà depuis hier, je dors plus. Je suis à bout. Je suis à bout. Pendant plusieurs jours, Cyril lance des appels à l'aide. Il remercie sa communauté, il parle de pistes sérieuses, il explique que des personnes malveillantes se sont amusées à poster de fausses annonces sur Le Bon Coin ou Vinted, avec des photos d'Albert à des prix délirants. Je vous ai donné les prix exacts dans la vidéo de jeudi. Il supplie d'arrêter, il dit que ça parasite l'enquête, il dit qu'actuellement il ne peut pas tout dire parce qu'une enquête est en cours, mais que selon lui, les personnes qui ont pris son chien le suivent sur les réseaux sociaux. À ce stade, on est encore dans une narration très empathique, il y a beaucoup de gens qui y croient, il y en a beaucoup qui veulent y croire, parce que personne n'a envie de croire qu'une telle histoire peut être inventée, surtout quand il y a un animal malade au centre. Mais, comme souvent sur les réseaux, plus l'histoire prend de l'ampleur, plus les doutes apparaissent, des internautes commencent à poser des questions, à relever des incohérences, et Aquababe entre dans la partie. Il commence, selon lui, à recevoir des témoignages, des messages privés, des gens qui affirment que le chien n'aurait jamais été volé, que ce serait un coup monté, un prank qu'aurait mal tourné, pire encore, une mise en scène pour faire du buzz. À partir de là, l'affaire change de dimension. On ne parle plus seulement d'un chien disparu, mais d'une possible manipulation émotionnelle à grande échelle. Aquababe affirme que ce ne serait pas la première fois que Cyril jouerait avec ce type de thématique. Il parle de fausses caméras, il évoque l'absence de plaintes déposées et il promet d'enquêter. Cyril lui répond, il se défend, il dit qu'il n'a aucun intérêt à inventer une telle histoire. Il dit que Albert est au cœur de nombreux partenariats, de contrats, qu'il perdrait bien plus qu'il gagnerait en faisant ça, et il dit que les autorités sont impliquées, qu'il est en contact permanent avec elles, et surtout il exprime une forme de lassitude, il en a marre qu'on dise qu'on ne le croit pas. Et
comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la plainte, c'est la plainte qui fait polémique. Aquababe, il dit qu'il n'y a aucune plainte qui a été dénoncée. Cyril, il répond et il dit que c'est son compagnon qui l'a fait, qu'ils sont ensemble depuis plus de 10 ans, qu'il voulait protéger cette relation de l'exposition médiatique et que ce soit lui ou lui, en fait, c'est pareil. C'est une seule entité. Une explication qui humainement peut s'entendre, mais qui médiatiquement laisse des zones d'ombre. Je vous l'ai dit, l'affaire, elle arrive même sur Tout Beau Tout Neuf. Aquababe, il est invité et le débat devient surréaliste. Entre demande de preuves, tension, punchline et rire, encore une fois, ça prend vraiment le dessus sur le fond. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est pas seulement de savoir si Cyril dit la vérité ou non. C'est tout ce que ça révèle par rapport aux réseaux sociaux, à l'émotion, à la croyance, à la suspicion permanente. D'un côté, on a quelqu'un en larmes qui semble sincèrement détruit, et de l'autre, on a une partie du public qui est méfiante et qui analyse parce que trop d'histoires ont déjà été instrumentalisées. C'est vrai que je vous ai pas donné tout le contexte, mais Cyril, il a été connu pour être un très grand prankeur, je sais pas si ça se dit, que c'est vraiment ses pranks qui l'ont fait devenir qui il est. Et également, il y a tout ce côté maintenant où son couple est exposé aussi et où les gens cherchent à savoir qui est son copain. Et je trouve que ça dépasse vraiment l'intime parce qu'on s'en fout de savoir qui est son copain, c'est pas du tout la question ici. Et c'est quelque chose qui le touche énormément. Donc moi, je lui envoie du soutien sur ça. Il y a aussi une autre question qui est un peu plus inconfortable. Est-ce qu'on est encore capable de faire la différence aujourd'hui entre un drame réel et un contenu scénarisé quand tout se passe sur les mêmes écrans, quand la détresse est parfois filmée, quand l'enquête se déroule en story? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pour ça que je vous dis que parfois c'est compliqué aussi. Les réseaux sociaux, c'est par rapport à ça. C'est que quand on voit quelqu'un qui a tout le temps été dans des problèmes ou dans des pranks ou peu importe, en fait, à chaque fois, après, la question se pose, est-ce que c'est sincère ou est-ce que ça ne l'est pas? Ce qui est sûr, c'est que cette histoire, elle a laissé une trace. Elle touche à une ligne très fine, celle entre la compassion légitime et la méfiance nécessaire. Au moment où j'ai écrit et où j'enregistre, j'ai rien de plus. Si évidemment j'ai quelque chose de plus, je vous tiendrai au courant. Bon, je vais quand même répondre à ce genre de message. C'est toi qui fais qu'on voit comme ça avec tes fausses histoires de buzz à la con. Ça y est, en fait, le problème, c'est que je pense que Alexia, là, tu dois pas me suivre depuis... En fait, vous avez tous vu l'histoire des bidots. La plupart d'entre vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous me connaissez pas. Enfin, vous avez juste vu une petite vidéo. Ça y est, vous avez appris que c'était faux. Et ça y est, dans votre tête, ça y est, ce mec-là, il fait que du fake, il fait que du machin, tu vois. Ça fait 6 ans l'histoire des bidots. Ça fait depuis 2020. On parle de 2020. Entre-temps, j'ai fait quoi de faux, sérieusement? Au bout d'un moment, je suis pas bête. Pourquoi, en quoi ça me servirait de faire quelque chose comme ça, en fait? En quoi ça me servirait? Je vous ai dit toutes les raisons avant. En quoi est-ce que ça serait... En quoi ça serait bon pour moi, pour mon image, alors que j'ai plein de partenariats cette année. J'ai signé tellement de contrats et de partenariats avec Albert, de marque de chien. Pourquoi je devrais faker ça? Pourquoi je devrais le faire? Dites-moi. Genre, dites-moi juste une raison. Oui, vous allez me dire, oui, mais les abonnés. Oui, mais les abonnés, 100 000 abonnés de plus, 200 000 abonnés de plus. Enfin, c'est clair, quand tu as 0 abonnés, tu prends 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, c'est énorme. Mais quand tu as déjà 1 million ou 2 millions d'abonnés, 8 millions d'abonnés, 200 000 abonnés, on va pas se mentir, c'est rien du tout. Ça va rien changer à ma vie. Rien du tout. Ça va même pas augmenter mes revenus, rien du tout. Je sais que sur Snap, la plupart d'entre vous, vous êtes habitués, par exemple, à aller sur l'application, de voir des dramas, ça y est. En fait, je pense que les gens, limite, ils se disaient, ah bah on va voir sa story Snap, Cyril, il va être en pleurs tous les jours, hurler, crier, rendez mon chien et insulter les voleurs, et insulter les darons, tu vois, ou je sais pas, tu vois. Moi, je suis pas du tout comme ça, déjà, j'ai pas été élevé comme ça, déjà, de base, alors bon, c'est pas mon genre, j'ai tout foutu j'ai tout donné aux autorités. Je sais, les autorités, franchement, ils sont trop sympas. Ils me donnent à chaque fois tout le temps des nouvelles. Et en tout cas, de l'avancement de ce qui se passe. Je les ai aussi tout le temps au téléphone, etc. Du coup, voilà. En tout cas, c'est pas dans ma story Snap que vous allez voir des trucs comme ça, quoi. Enfin, voilà. Moi, je m'affiche pas comme ça, quoi. En attendant, j'envoie tout mon soutien à Cyril et j'espère sincèrement que Albert sera retrouvé parce que moi, si vous voulez mon avis, et je vous le donne, je pense pas qu'il mente. Je ne pense vraiment pas qu'il mente. Mentir sur ça, ce serait tellement bad karma et ce serait tellement horrible. Je ne pense pas qu'il mente sur ça.
d'autant plus que son chien est malade. Donc si tu mens sur ça, sur ton chien malade, non mais horrible. Donc non, je ne pense pas qu'il mente et j'espère qu'il arrivera à retrouver son chien. J'en ai fait une vidéo hier, mais il faut savoir que Albert a été retrouvé. Tout le monde parle d'une mise en scène ratée. Skyres TVR a posté un moment de tout ça en vidéo. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis. Où Albert? Et je te jure, il est où Albert? Je voulais pas de quoi? Tu voulais pas quoi? Arrête! Il est où Albert? Je voulais pas de mal. De quoi? Tu voulais pas? Non mais, il est où Albert? J'en ai rien à foutre. Il est où? Tu l'as caché où? Je l'ai pas caché. Non. De quoi tu l'as pas caché? De quoi? T'es allé plus chez moi? Ouvre! J'en ai rien à foutre, tu ouvres! Mais il est... Mais... Je te jure, je voulais pas de mal en vrai. Mais de quoi tu voulais pas? Je vais fouiller toute la maison et j'en ai rien à foutre. Et lâche-moi! Ça va pas la tête, il est où Albert? Je te jure, je vais t'expliquer. Je vais tout t'expliquer. De quoi tu vas m'expliquer? Je vais tout t'expliquer. De quoi? Albert! Oh, Mimi! De quoi tu vas m'expliquer? Mimi, je te jure, je voulais pas. Mimi. Je te jure, je voulais pas te faire sérieux, Mimi. Je te jure, je m'en... Casse-toi! J'en ai rien à foutre! Non, mais je te jure, comment faire? Non, tu vas tout m'expliquer, tu sais ce que j'endure depuis 5 jours! On m'accuse de trucs sur les réseaux, t'as vu tout l'ampleur que ça a pris, je suis allé passer à la télé, je sais pas quoi! Je sais, j'ai vu. Comme moi, je mentais! Je comptais justement te ramener Albert. Et après, j'ai eu peur un peu parce que... Diamond Cat. Les condés et tout, là, j'étais pas rassuré, moi. Je voulais pas de problème avec eux, tu vois. J'étais pas trop serein, tu vois. Oui, mais t'aurais pu le ramener direct le début! Mais j'ai vu les condés, du coup, j'étais pas rassuré. J'ai essayé de rentrer et tout, il y avait toujours les patrouilles et tout qui passaient devant chez toi, du coup, vas-y, après, je savais pas, moi. De quoi tu savais pas quoi? Après, bien sûr, qu'est-ce que lendemain? Mais je t'ai envoyé plein de DM le soir même, t'as même pas répondu. Et en même temps, t'as vu tous les DM et tout ce qui s'est passé en fait entre temps? Toi, tu t'en rends pas compte en fait. Et d'ailleurs, mise à jour de dernière minute, selon les dernières informations sorties et les enquêteurs du web, tout ça relayé par Clément Garin, l'identité du ravisseur qui aurait donc volé Albert mais qui serait potentiellement complice de Cyril serait sortie. Vous le voyez à l'écran, il s'agirait d'un certain Gabin. En gros, apparemment, les tenues correspondraient entre les snaps de Cyril et les snaps de cet homme, et par conséquent, ce serait l'identité de la personne. Si jamais il y a des nouvelles, je vous tiendrai au courant dès demain, donc n'oubliez pas de vous abonner. Là, j'ai rajouté ça pendant le montage. Nous terminons les gros dossiers avec Thibaut Garcia. Et oui les amis, Thibaut Garcia fait encore parler de lui. Premièrement, il choque la toile. Deuxièmement, il nous parle de sa nouvelle vie. On fait le point. Depuis l'annonce de leur rupture en octobre, les perceptions sont différentes. Jessica, elle a parlé, montré. Thibaut est resté en retrait. Depuis, on le voit un peu plus. Et dans les épisodes de C'est la famille récents, Thibaut, il a mis de l'huile sur le feu. On le voit s'exprimer face à Julien Tanti ou Paga, et il tente d'expliquer son état d'esprit. Il parle de pression, de rumeurs, des rumeurs avec Clémence, la tromperie, du regard des autres, et il lâche une phrase. Il dit qu'il est traumatisé au point de ne plus vouloir de relation à vie. Et c'est là que ça coince, parce que pour beaucoup d'internautes, ce mot il est de trop. Traumatisé de quoi? Par une séparation qu'il a décidée, par des rumeurs sur les réseaux sociaux auxquelles il est à la tête. Pour une partie du public, il y a un décalage énorme entre ce qu'il dit ressentir et ce que Jess a montré de son côté. Certains ont l'impression qu'il veut juste se placer en victime, alors que dans la lecture des internautes, elle serait celle qui aurait subi la rupture de plein fouet. Dans l'émission, Thibaut y va plus loin. Il explique qu'il trouve injuste de devoir se justifier encore et encore auprès de Jess à cause de ce qui circule sur Internet. Il dit qu'elle se laisse influencer par les réseaux, qu'elle croit des choses qui ne sont pas vraies. Il affirme ne pas vouloir être avec quelqu'un, ne pas chercher une nouvelle relation, et il vivrait très mal le fait que son image soit ternie. Et là encore, les mots sont forts. Je vais tout casser, c'est ce qu'il a dit. Mais entre ça et le reste, en fait, ça n'apaise pas. Les commentaires sont de pire en pire. Il y en a qui estiment qu'il minimise ce qu'il fait vivre à Jess. Il y en a qui rappellent qu'elle a expliqué avoir reçu quelques semaines avant la rupture des déclarations d'amour, ce qui rend encore plus cette séparation étrange. Il y en a qui disent qu'il y a un manque de cohérence. Comment aller dire aller mal depuis longtemps tout en continuant à afficher un discours amoureux? Comment parler de dépression récurrente sans jamais, selon les internautes, avoir vraiment entrepris une démarche pour se faire aider? Et en fait, ce qui se joue ici, c'est très révélateur. C'est pas seulement une histoire de couple qui se sépare, mais un affrontement dans les récits. D'un côté, on a Thibaut qui parle de pression, de harcèlement, et ça c'est pas ok, je le rappelle, d'un besoin de fuir toute relation, et de l'autre, on a une partie du public qui voit surtout une tentative de déresponsabilisation.
Et au milieu, il y a Jess qui devient malgré elle le point de comparaison permanent. Et d'ailleurs, Jess en a eu aussi très marre de tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie mercredi 4 février sur ma chaîne. À l'intérieur, je vous parle de Jess. Il y a aussi une autre dimension à pas oublier, je vous le rappelle, le regard collectif sur les ruptures. Je vous en parle depuis le début. Pour moi, sur Internet, il faut toujours un coupable et une victime. Donc, parfois, les rôles s'inversent, mais il faut toujours cueillir ces rôles, alors que parfois, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bref, au fond, cette séquence, elle pose une vraie question. Est-ce qu'on autorise encore les hommes médiatisés à exprimer leur mal-être sans officiellement être disqualifiés? Ou alors, est-ce que Thibaut Garcia essaye de nous manipuler pour se faire passer pour la victime qu'il ne serait pas? En fait, Jess, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre que tu aies pu la quitter comme ça. Voilà. Elle n'arrive pas. Encore une fois, donc pourquoi? Elle veut se trouver une raison. Et voilà. Et pour elle, parce que la raison, c'est pas elle. Elle est persuadée que, en fait, maintenant, comme il y a des histoires sur les réseaux, que tu as trouvé une meuf. Faut sur ton pied. Mais je ne veux pas de meuf et je suis pas prêt de me mettre en couple. Maintenant, je vais pas me mettre en couple, même peut-être à vie. Donc, tellement j'ai été traumatisé. On pense tous qu'en fait, comme elle l'a parlé, elle là-bas, que l'élément déclencheur, c'est cette fameuse fille qui était à Saint-Tropez. Mais cette fille-là, je l'ai rencontrée vendredi, mais c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'y peux rien. Mais ça, en vrai, on s'en fout. On s'en fout, mais on s'en fout pas parce que moi, ça me salit. Jess, elle croit ce qu'elle voit sur Internet. C'est-à-dire que les gens arrivent à l'influencer. Non mais ça allait dans un délire où j'étais obligé moi de justifier à Jess en lui disant mais je n'étais pas avec cette fille. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours en effet. Après ce qui s'est passé avec elle, ça ne te regarde pas. Mais par contre, je tiens à préciser une chose, c'est que cette fille, je ne la connaissais pas cet été. C'est tout. Donc c'est fou, les gens veulent absolument que je l'ai trompée. Voilà, c'est pas normal que je parte. Ce n'est pas normal. J'ai pas le droit de partir pour une raison qui est autre qu'une femme. Je la trompe avec une Française. Non mais c'est surtout quand regarde, j'ai vu la fille vendredi, samedi j'étais sur tous les réseaux. Vraiment. Raté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je la trompais avec elle depuis août, ça serait sur le 3 août. Bien sûr. Tu sors pas d'une relation de 8 ans pour te remettre dans une relation... Mais là, je veux plus de relations tout court. C'est ce que je te dis. Je veux des relations, au point où j'en suis médiatiquement. Mon image, elle est ternie. J'en ai plus rien à... Voilà. Je vais tout casser. Voilà. On rappelle également que bien avant l'annonce officielle de la séparation, le quotidien de Thibaut était selon lui lourd à porter. Aux tensions personnelles, on a eu des longs travaux de leur villa, un chantier interminable, voilà. Avec le temps, cette situation aurait pesé sur lui et il a dit qu'il était en prison. Pas au sens littéral, mais qu'il se sentait en prison, comme s'il étouffait finalement. Vous vous en doutez aussi, il a quitté le domicile familial et il a voulu tenter une nouvelle vie en solo. Une décision très lourde, forcément, surtout après 8 ans de relation. Et il a décidé de prendre la parole sur sa propre chaîne YouTube. Mardi 3 février, il publie un home tour et il dévoile pour la première fois son nouveau lieu de vie. Une manière très symbolique de montrer où il en est aujourd'hui. Et contrairement à ce que certains imaginaient, il n'a pas revu son train de vie à la baisse. Sa carrière en télé, ses placements de produits et ses marques lui ont offert une stabilité confortable. La visite commence de l'extérieur et tout de suite le décor est posé. Jardin verdoyant, piscine, ambiance californienne. On dirait vraiment qu'on est à LA. Il parle même de son coin Bali avec un lit balinais installé au bord de l'eau. Et avec le sourire, il dit qu'il l'a jamais encore utilisé. Une phrase anodine, mais qui dit quelque chose. Cette maison, il est en train de se l'approprier. À l'intérieur, le contraste avec son ancienne villa est frappant. La décoration est plus ludique, plus personnelle, moins figée. On sent qu'il s'est fait plaisir, qu'il a pensé cet espace pour lui, mais aussi pour les enfants. Il y a une salle de jeu complète. Donc voilà, il y a le reste de la maison qui reflète pleinement sa responsabilité. Le home tour, c'est pas simplement une visite immobilière, c'est un message, une façon pour Thibaut de dire voilà où j'en suis, voilà comment je me reconstruis. Après des années de contraintes et de compromis, selon lui, aujourd'hui, il peut simplement jouir de toute sa richesse. Après, je vais pas vous mentir, ce home tour qu'on a d'ailleurs vu sur Twitch, je vous invite à rejoindre la chaîne de Replay qui est en barre d'infos. On fait des lives tous les jours à 16h, il y a des rediffusions à 21h. N'hésitez pas, on voit beaucoup de choses qu'on voit pas sur cette chaîne. Eh bien, ce home tour a fait parler. Apparemment, il jetterait des pics à Jessica Tivna. Gossip Place en a fait un contenu, elle analyse tout ça. Je vous laisse regarder. Alors que Thibaut était heureux et fier de nous montrer sa nouvelle maison, dans laquelle il a mis tout son cœur, tout son âme, sorti d'un magazine de décoration, la réaction des gens en commentaire n'était pas celle qu'il aurait espérée. Alors qu'il était sûr que ses Lego et ses sculptures de Babar allaient faire l'unanimité, voilà la réaction des gens en commentaire. Rembourse Chanel d'abord. Jolie maison, mais pas tes dettes aussi. Son art. Non mais le gamin supporte, il a fait un blabla, je vais être moins sur les réseaux et il nous montre tout de A à Z.
Son art, c'est faire des Lego, MDR. Son art, plante en plastique et jouer. Le pauvre, il devait tellement être malheureux. Art de la manipulation, hein? Vous êtes dur, franchement, la maison, elle est belle quand même. Les gens auraient pu juste se contenter de critiquer ses goûts dans l'art de la décoration d'intérieur. Sauf que monsieur s'est exprimé en disant que les maisons avec ces airs coloniales étaient quand même belles par rapport à toutes ces maisons en carré qu'on peut voir à Dubaï. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est pas parti dire. Regardez. Ça fait colonne, ça fait colonial, ça change un peu des maisons carrées, tu vois. La maison blanche, quoi. Ouais, maison blanche. Ça fait colonne, ça fait colonial, ça change des maisons carrées. Regardez la réaction des gens dans les commentaires. Il a vraiment dit colonial, là. Vraiment, Thibaut, aussi inutile que les 2 dernières lettres de son prénom. Jessica, l'univers t'a sauvé. Il y a des colonnes, ça fait maison coloniale, mais PTDR, je suis dead. En même temps, vous avez déjà vu Jessica et Thibaut une seule fois avec une personne noire? Ça fait maison coloniale, lui a arrêté l'école très tôt. Il ne maîtrise sans doute pas les styles architecturaux de l'histoire. Je pense que quand même beaucoup de gens ont surestimé l'intelligence de Thibaut. Je doute qu'il sache ce que c'est. Je pense qu'il a vu des colonnes et qu'il s'est dit ça fait colonial. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Dans tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est que Thibaut Garcia a la tête sur les épaules et qu'il sait très bien où il va dans sa nouvelle vie. Est-ce que pour vous, il va regretter un jour cette rupture ou non? Eh bien, j'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour les gros dossiers aujourd'hui. On va passer rapidement à l'Astro Actu avant de conclure cette émission. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, le petit like, ça aide grandement. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire également. Puis si jamais vous n'avez pas d'idée, le 2e emoji arrive aussi. Moi, je vous retrouve tout de suite pour l'Astro Actu. C'est parti, jingle. Pour l'Astro Actu, je vous parle de la 2e semaine du mois de février qui s'annonce particulièrement lumineuse pour certains signes. Pas de rétrograde majeur, les journées s'allongent et la Saint-Valentin tombe un samedi. Même pour les célibataires ou les cœurs brisés, c'est une fin de semaine tout indiquée pour retrouver ceux qu'on aime et passer de bons moments. Mais quels seront les signes astro les plus chanceux de cette semaine du 9 février? Eh bien, il y en a 3, les Gémeaux, le Lion et le Scorpion. Pour les Gémeaux, plein de feu sur votre vie professionnelle pendant cette période. Vous serez à la tête d'un projet d'envergure pour lequel vous travaillerez fort, mais qui vous rapportera énormément. Votre sens de l'organisation sera mis à profit. Pour le Lion, en amour, vous exprimerez vos émotions et saurez démontrer votre affection à votre douce moitié, ce qui sera très bien reçu. Au boulot, vous verrez émerger une création importante ou ressentirez l'envie de bâtir quelque chose de grandiose. Un gain monétaire sera possible pendant la semaine. Et enfin, le Scorpion, vous brillerez dans votre cercle social et on vous remarquera partout où vous passerez. De belles rencontres vous attendent. Côté travail, ce sera une excellente période pour passer une audition, négocier ou signer des contrats. Les astres prédisent que le boulot et l'argent seront au rendez-vous. Finalement, une semaine chanceuse pour certains des signes, peut-être un peu moins pour d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Astro Actu. Voilà tout le monde pour l'émission aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Je crois qu'elle a été un peu plus longue, donc je sais que vous aimez beaucoup. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Si jamais vous n'avez aucune idée de commentaire, le premier emoji étant passé, je vous en donne un deuxième qui est une tornade. Et oui, en vue de tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans MTT, je pense qu'une tornade c'est rien, c'est nécessaire quoi. Je vous remercie pour votre fidélité comme chaque dimanche. On se retrouve tous les jours de la semaine qui suit à 18h pour des nouvelles vidéos et dimanche à 10h30 pour l'émission de la semaine. Si vous voulez plus de moi, n'oubliez pas que je suis en vlog 3 fois par semaine sur la chaîne de vlog qui est en barre d'infos et en live tous les jours sur Twitch avec des rediffusions sur YouTube qui sont également dans une chaîne en barre d'infos. Je vous embrasse très fort, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, passez un agréable dimanche ou alors une bonne semaine.